Bienvenue au podcast Les Petites Trousses où on parle de phénomènes inexpliqués et de meurtres irrésolus. Ici Joanie. Félix-Antoine. Et Catherine. C'est le dernier épisode de la saison 4 aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des plus grands mystères de l'aviation, un cas emblématique pour les amateurs d'ufologie. Je vais vous parler de la disparition de Frédéric Valentich, au grand plaisir de Catherine. Je m'endurcis avec les ovnis puis les aliens. Là. Mais c'est bon, il faut désensibiliser. C'est correct. ça va bien. Avec mes sources pour aujourd'hui, il y a le livre Rien sur le radar, le mystère Valentich de George Simpson, le documentaire Something Shining et plusieurs articles de divers journaux qui seront listés dans la description de l'épisode. Fait que je vais commencer. Frédéric Valentich est né à Melbourne, en Australie, le 9 juin 1958. Ses parents, Guido et Alberta Valentich, étaient originaires de Trieste, en Italie. Ils se sont établis en Australie en 1950. Après la naissance de Frédéric, Guido et Alberta ont eu 3 autres enfants, Richard et 2 jumelles nommées Olivia et Lara. La famille vivait une vie paisible dans une banlieue de Melbourne, à Avondale Heights. Frédéric rêvait de devenir pilote. Selon sa mère Alberta, la passion de Frédéric pour l'aviation a débuté alors qu'il était très jeune. À peine 12 mois de vie, donc 1 an, il jouait avec un petit avion téléguidé. Frédéric comprenait absolument rien de ce qu'il faisait, mais il adorait le son que ça faisait. Classique d'un enfant de 7 ans, je crois. Et un peu plus tard, il a reçu un petit avion pour Noël. Frédéric a joué avec ce petit avion-là tellement qu'il a même cassé une fenêtre chez eux. Genre, il montait ses meubles, bao! Il y a eu bien du fun. Un jour, Guido, le père de Frédéric, l'avait emmené faire un tour d'avion et là, c'était officiel. Frédéric voulait devenir pilote d'avion. Il y a eu la piqûre. Ah, absolument. Plus tard dans sa vie, Frédéric a entrepris les mesures nécessaires pour réaliser son rêve. Il s'est trouvé un emploi pour soutenir son désir coûteux de devenir pilote d'avion. Il a suivi des cours de pilotage et il a fini par rejoindre les cadets de l'air australiens et il s'entraîne avec eux. Frédéric n'est jamais parvenu à réussir l'examen d'entrée pour rejoindre l'armée de l'air. En fait, il a échoué à 2 reprises en plus d'échouer à d'autres tests de pilotage. Mais c'est loin d'être anormal. Selon un article de Global News, il y aura au moins 5% qui échoueraient chaque année et 80% qui abandonneraient leur formation de pilotage. Donc, c'est beaucoup, hein? Oui, vraiment. Frédéric avait postulé pour être opérateur radio pour les Forces aériennes royales australiennes, mais il n'a pas réussi à obtenir le poste en raison de ses faibles résultats au test. Le tuteur de Frédéric, Edwin Robert Barnes, et sa mère Alberta ont tous les deux dit qu'il était un bon élève, qu'il était responsable, mais qu'il était vraiment mauvais en orthographe. Moi, ça me dit que Frédéric, c'était juste pas le meilleur en avant d'un papier, là. Ouais. Puis avant ses cours de pilotage à l'école, c'était vraiment un très bon sportif, mais ses résultats dans les autres matières, comme les mathématiques, étaient presque tous inférieurs à la moyenne. Face à ces échecs, Frédéric a donc décidé de poursuivre une carrière dans l'aviation commerciale et il a travaillé dur pour pouvoir financer son rêve d'obtenir sa licence de pilote privé qu'il a acquis en septembre 1977. Le 11 mai 1978, à l'âge de 20 ans, Frédéric avait obtenu une qualification de vol aux instruments de classe 4. Il était donc autorisé à opérer de nuit dans des conditions météorologiques de vol à vue et à transporter des passagers. Frédéric était incroyablement motivé à atteindre son but. Il a commencé à faire du bénévolat au sein des cadets de l'air pour acquérir plus d'expérience. Frédéric aussi, il vivait presque une vie sobre, là. Il buvait vraiment pas beaucoup d'alcool, il dépassait jamais plus qu'une consommation par soirée. C'était quelqu'un de très sérieux, de ce que je peux comprendre de lui, même à l'âge de 20 ans. Il était dédié. Frédéric avait aussi une copine nommée Rhonda, avec qui il sortait depuis 5 mois. Rhonda avait seulement 16 ans. Hein? Ouais, il avait 20 ans. Elle était mineure puis elle était majeure, là, quand même. Rhonda était très fière de fréquenter un pilote d'avion. Elle a dit avoir volé avec Frédéric à quelques reprises puis qu'il était un très bon pilote. Le 19 octobre 1978, Frédéric a demandé Rhonda en mariage. Il lui a offert une bague d'amitié qui devait être remplacée ultérieurement par une bague plus chère. Frédéric a demandé à Rhonda de garder les fiançailles en secret parce qu'il ne voulait pas faire l'annonce avant d'avoir pu lui offrir une bague convenable. Frédéric prévoyait pouvoir le faire au prochain Noël. Il s'était dit aussi qu'en décembre, ce serait parfait parce que Rhonda aurait 17 ans et il voulait être fiancé avec elle 1 an avant de se marier parce que l'âge légal pour se marier était de 18 ans. Ouais. Le 21 octobre 1978, Frédéric a à peine déjeuné et a quitté la maison familiale vers 9 h pour se rendre au Moon Ponds où il travaillait comme assistant gérant dans un magasin de surplus de l'armée. Après son quart de travail, qui s'est terminé à midi, Frédéric s'est rendu à son cours de pilote à l'aéroport Moorabbin. Le cours s'est terminé à 17 h. Il avait prévu faire un court vol le soir même, le samedi 21 octobre 1978, pour récupérer des amis ou des écrevisses. Ça, c'est pas trop clair, c'est lequel des deux, mais on va Des amis ou des écrevisses? Aucun milieu, mais on va en reparler plus tard de
Aucun milieu. le but de ce vol. Par le fait même, Frédéric accumulerait des heures de vol en faisant cette petite commission un peu nébuleuse. À ce moment-là, il y avait 150 heures d'accumulé de vol. Mhm. Frédéric partirait de l'aéroport Moorabbin. Il survolerait la baie de Port-Phillip et ferait son atterrissage à King Island. En tout, le vol devait durer 1 heure tout au plus et Frédéric avait déjà fait cet itinéraire auparavant. L'avion qu'il piloterait serait un Cessna 182L bleu et blanc. Il avait été inspecté le matin même et selon le mécanicien d'aéronef Vince Alfonso, l'avion était prêt à voler encore 100 heures. Avant son départ, Frédéric a croisé Steve Robbie, un responsable des transports aériens, un pilote privé, pilote commercial, un contrôleur de la circulation aérienne expérimenté, un instructeur de vol et un instructeur de haut voltige. En gros, c'était un homme très expérimenté dans le domaine de l'aviation. Ouais. Selon Steve, Frédéric semblait calme et aucunement perturbé tout au long de leur conversation. Il n'avait pas montré aucun signe de désorientation spatiale ou autre en lui parlant. Il n'y avait rien qui avait l'air de clocher. L'avion a été rempli de carburant à 18h10, soit juste avant le départ de Frédéric à 18h19. L'estimation de vol avec un plein de carburant était de 5 heures. Il y avait suffisamment de carburant pour faire le voyage de l'aéroport de Moorabbin jusqu'à King Island, qui, je le rappelle, prenait seulement 1 heure. Le ciel était clair ce soir-là, il y avait très peu de vent et la météo offrait des conditions de vol idéales. Vers 19h, Frédéric a contacté les services aériens via la radio qui se trouvait dans l'avion et a rapporté qu'il était à 4500 pieds et qu'il avait atteint le cap Otway, ce qui signifiait qu'il avait fait plus de la moitié de son voyage. À ce moment-là, le soleil est en train de se coucher. Steve et Frédéric, dans le fond, ils parlaient avec Steve qui avait croisé puis qui disait qu'il n'était pas désorienté et rien. C'est lui qui parlait avec Frédéric dans les services aériens. Ouais. C'est les deux qui se parlaient. Fait que là, Steve et Frédéric se sont parlé et tous les deux ont convenu que Frédéric devrait arriver à King Island avant 20h. Pendant ce temps, plusieurs autres avions dans d'autres régions ont rapporté leur position aux services aériens et tout semblait normal de leur côté. À 19h06, le vol paisible prend une toute autre tournure lorsque Frédéric contacte à nouveau les services aériens alors qu'il survolait le détroit de Bass qui sépare l'Australie et la Tasmanie. Je vais vous faire écouter une reproduction de l'appel entre Frédéric et les services aériens. La véritable conversation radio entre Frédéric et les services aériens aurait été diffusée une seule et unique fois à la station 3XY, c'est une chaîne de radio australienne, mais aucune copie n'aurait été rendue accessible au public. À cette époque-là, on ne conservait pas nécessairement les archives aussi assidûment qu'aujourd'hui, donc la chaîne de radio n'a pas gardé de copie. Plusieurs personnes, comme des ufologues, ont prétendu avoir une copie en leur possession, mais j'en doute, là. On s'entend. On a quand même une transcription officielle grâce au rapport sommaire d'enquête d'accident. Donc, voici une reconstitution de la conversation reproduite, fait par nul autre qu'Émile et Sébastien de Distorsion. Ouh! Oui! Melbourne, ici Delta Sierra Juliette. Y a-t-il du trafic connu en dessous de 5000 pieds? Delta Sierra Juliette. Aucun trafic connu. Delta Sierra Juliette. Il semble y avoir un gros aéronef en dessous de 5000 pieds. Delta Sierra Juliette. De quel type d'aéronef ce serait? Je ne peux pas affirmer. Il y a 4 lumières brillantes. On dirait des feux d'atterrissage. L'aéronef vient de passer au-dessus de moi en au moins 1000 pieds au-dessus. Reçu. Confirmez s'il s'agit d'un gros aéronef. Inconnu en raison de la vitesse à laquelle il se déplace. Y a-t-il des aéronefs de l'armée de l'air dans les environs? Aucun aéronef connu dans les environs. Il s'approche maintenant de moi depuis l'est. J'ai l'impression qu'il joue une sorte de jeu. Il est passé au-dessus de moi 2 à 3 fois à une vitesse que je peux pas identifier. Reçu. Quel est votre niveau actuel? Mon niveau actuel est de 4500 pieds. 4500. Confirmez que vous ne pouvez pas identifier l'aéronef. Affirmatif. Reçu. En attente. C'est pas un aéronef, c'est... Pouvez-vous décrire l'aéronef? Il passe, c'est une forme allongée. Je peux pas l'identifier plus que ça. Il y a une telle vitesse. Devant moi maintenant, Melbourne. Reçu. Et quelle serait la taille approximative de l'objet? Il semble stationnaire. Je plane en ce moment et la chose orbite juste au-dessus de moi. Il y a aussi une lumière verte et quelque chose de métallique. L'extérieur est brillant. Il vient juste de disparaître. Savez-vous de quel genre d'aéronef il s'agit? Est-ce que c'est un aéronef militaire? Confirmé. L'aéronef vient de disparaître. Répétez. L'aéronef est-il toujours avec vous? Il approche maintenant depuis le sud-ouest. Le moteur est... il tourne mal.
Je l'ai réglé à 23-24 et il étouffe. Reçu. Quelles sont vos intentions? Mes intentions sont aller à King Island, Melbourne. Cet étrange aéronef est de nouveau en train de planer au-dessus de moi. Il est en train de planer, là, et c'est pas un aéronef. Après les derniers mots de Frédéric, un son étrange s'est fait entendre pendant 17 secondes, puis après, plus rien, silence. Ça s'est déconnecté. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense rien de bon, hein? Ça s'annonce très mal pour le petit avion de Frédéric, là. Quelque chose de spécial, là. S'il a jamais vu ce type d'avion-là, puis il gravite dans ce milieu-là, puis il trippe là-dessus, c'est quand même bizarre. Moi, je le trouve calme, là. Tu sais, il connaît vraiment bien les avions, là. Il devait savoir, là, que c'était vraiment pas un avion. Oui, mais c'est ça, il l'a très bien dit, ce n'est pas un aéronef, là. Ah, c'est ça. Puis on va reparler de la description exacte d'un aéronef dans les théories, parce que moi, j'étais comme ça veut rien dire, là. C'est un terme fancy pour dire avion, tu sais. Mais on va en reparler tantôt. C'est sûr que Frédéric, un passionné de pilotage, il a dû avoir des avions, toutes sortes de trucs reliés à ça toute sa vie, puis là, il voit quelque chose qu'il ne comprend pas, puis il pense que c'est quelque chose de militaire à cause de la vitesse qui passe de haut en bas de lui, c'est quand même spécial. Moi, je veux juste dire que je trouve ça surprenant qu'il ait pas capoté. C'est vraiment un bon petit pilote, là. Je pense qu'il faut que tu sois calme dans ce genre de situation-là, là. Lors de son apparition à l'émission Unsolved Mysteries, Steve, le gars qui parlait avec Frédéric lors de son appel radio, il disait qu'il n'était pas paniqué durant cette conversation, mais on pouvait sentir la préoccupation et la confusion dans sa voix face à ce qu'il voyait. À 19h12, toutes les communications entre l'avion que pilotait Frédéric et les services aériens ont été interrompues. Steve Robbie a fait de nombreuses tentatives pour communiquer avec Frédéric, mais il n'y a eu aucune réponse. Dans la transcription de la conversation, on peut voir qu'à plusieurs moments, Frédéric maintenait son micro ouvert pendant 2 à 3 secondes sans parler. Selon le livre Rien sur le radar de George Simpson, un bruit de signal inhabituel était également perceptible en arrière-plan lorsque le micro de Frédéric était ouvert, ainsi que tout au long de ses transmissions. Aucun des autres avions en communication avec les services aériens à ce moment-là n'émettait ce son particulier à travers leur radio. La cause exacte de ce son n'a jamais été officiellement expliquée et demeure un mystère. La radio que Frédéric utilisait fonctionnait comme elle aurait dû, mais elle captait une sorte d'interférence radio que Frédéric soit en train de parler ou non. Le son non identifié persiste jusqu'à ce que la radio s'éteigne complètement. C'est un bruit répétitif et rapide que des gens ont qualifié de bruit métallique. L'auteur du livre Rien sur le radar, lui, compare le bruit à une espèce de machine à coudre. OK. Il y a une YouTubeuse du nom de Lily Harper qui prétend avoir obtenu un extrait où on entend le son. À vous de savoir à quel point vous la trouvez crédible ou pas, mais voici un extrait de quoi ça aurait de l'air. Moi, je trouve que le son, ça ressemble un peu, là. C'est vraiment random, là. Mais mettons, tu traînes une pelle sur l'asphalte, ça fait... Tellement. Ouais, c'est ça, ça fait quand même un bruit métallique comme Ouais. c'est quoi, un livre? Quelqu'un qui écrit un livre, Oui, que tu disais? oui. Ben ouais, ou comme si de quoi qui, dans l'avion, qui... Ouais. Un morceau qui est en train de se détacher, ou je sais pas, là. Ouais, mais deux choses qui frottent ensemble, je pense que ça fait vraiment du sens. Là. Une pelle sous de l'asphalte, là. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai C'est pensé très à ça. bon. Mais ça pourrait être un truc de métal sur n'importe quoi qui est traîné sur une Mais distance juste quand comme la ça. charrue passe, ça fait un peu ce bruit-là. Oui, c'est ça. Bref, Très bon point, Catherine. merci. Frédéric Valentich ne s'est jamais rendu à l'aéroport de King Island. Considérant que les services aériens avaient perdu tout contact avec l'avion de Frédéric alors qu'il survolait l'eau, Steve a immédiatement déclenché la phase d'alerte à 19h12. Lorsqu'ils ont vu que l'avion Cessna 182L n'est pas arrivé à King Island comme prévu, la phase de détresse a été déclarée à 19h33 et les recherches ont été lancées. À l'aéroport de King Island, 2 avions ont décollé vers 20h pour fouiller les environs. Malgré une excellente visibilité offrant une vue jusqu'au fort de Cap Otway, l'avion de Frédéric n'a pas été repéré. Un navire dans la région a été alerté de la disparition de l'avion Cessna et a mené une recherche, mais n'a rien remarqué de significatif. Des avions ont également été dépêchés le long de l'itinéraire emprunté par l'avion de Frédéric, mais puisqu'il faisait nuit, toute tentative d'observation était difficile. Le soir du 21 octobre 1978, Rhonda et Frédéric devaient se voir à son retour de King Island. Vers 19h30, 20h, elle s'est dit qu'il devait être en chemin de retour. Mais il était disparu, mais elle ne le savait pas. Guido Valentich, lui, était resté réveillé, attendant le retour de Frédéric qui résidait toujours à la maison familiale. Vers minuit, Guido a entendu à la radio qu'un avion avait été porté disparu.
Ses craintes se sont confirmées quand 2 policiers ont frappé à sa porte le matin du 22 octobre pour lui annoncer que l'avion qui avait disparu était celui que pilotait Frédéric. Les policiers ont tenté de rassurer Guido en lui disant que des équipes de sauvetage parcouraient le détroit de Bass à la recherche de tout signe d'avion. Fait que le détroit de Bass, c'est ça qui sépare la Tasmanie puis l'Australie, là. Mhm. À ce stade-là, l'hypothèse la plus évidente était que Frédéric se soit craché dans l'eau. En supposant qu'il volait principalement en ligne droite, le site du crash aurait été situé à environ 40 km du cap Otway, pas tout à fait à mi-chemin de King Island. OK. Parce que dans le fond, là, son itinéraire, lui, c'était vraiment, il survolait l'océan Oui, le tout détroit le de long, Bass. là. Ben quasiment, là. Mais il avait déjà dit qu'il était rendu où? Il avait appelé comme 2-3 minutes avant qu'il rappelle pour dire « Hey, il y a de quoi de bizarre dans le ciel qui m'accompagne. » Selon le journal Ellensburg Daily, les équipes de recherche ont récupéré une flaque de pétrole, mais de l'essence, Mhm. à environ 29 km au nord de King Island. Des tests ont révélé que l'essence ne correspondait pas au carburateur de l'avion Cessna que pilotait Frédéric. Premièrement, la quantité d'essence retrouvée était trop grande pour être attribuée à l'avion Cessna. Même avec un réservoir plein, une fuite de cette ampleur aurait été improbable. Puis deuxièmement, les tests ont montré que l'essence provenait d'un bateau. Donc, ça aurait totalement la possibilité que ce carburant provenait de l'avion de Frédéric. Il faut aussi savoir que le détroit de Bass était hautement fréquenté encore aujourd'hui, là. Il y a plusieurs avions et navires qui le traversaient à chaque jour. D'autant plus étrange est le fait qu'aucun débris de l'avion n'a été repéré. Le modèle Cessna était conçu pour flotter, donc même si l'avion s'était écrasé dans l'eau, des parties de l'engin auraient dû remonter à la surface. OK, quand même. Un avion a effectué une recherche terrestre à King Island ainsi qu'une recherche côtière, mais aucun indice n'a été découvert. Le jour suivant, des reportages ont été diffusés à la radio et dans les journaux, signalant la disparition d'un avion au large de la côte sud de Victoria. La majeure partie de la transcription de la conversation entre Frédéric et les services aériens a été publiée dans les journaux le 23 octobre 1978. Les parties les plus dramatiques de la conversation ont fait la une des journaux du monde entier. Malgré de nombreuses demandes de diffusion de l'enregistrement audio dans les médias, l'enregistrement n'a jamais été publié. Le ministère des Transports a expliqué que ce n'était pas leur politique de divulguer les enregistrements de communication des pilotes au public. Ce n'est pas dans l'intérêt du département gouvernemental de l'air, du public, ni de la famille du pilote disparu. OK. Mais Guido et Alberta auraient eu un enregistrement, supposément. Le ministère des Transports a informé le public d'être à l'affût de tout signe de Frédéric ou de l'avion, mais ça n'a rien donné. Il y a eu des recherches intensives autant aériennes, maritimes que terrestres. Plus de 1600 km² ont été couverts et 8 avions civils ont été déployés, mais les recherches officielles ont été interrompues le 25 octobre 1978. Cependant, malgré l'interruption des opérations de recherche, des volontaires et des amis de Frédéric ont persévéré dans leur effort de recherche, utilisant à la fois des moyens aériens que terrestres. Nombreux de ses amis étaient convaincus que, étant donné l'absence de débris retrouvés lors des recherches en mer, Frédéric aurait pu faire demi-tour et effectuer un atterrissage d'urgence quelque part sur la péninsule du cap Otway, réputé pour sa densité forestière. Le 26 octobre, un groupe de pilotes s'est rendu dans la région et a passé plusieurs jours à survoler la zone et à explorer les environs à pied. Tous ces efforts ont mené à rien. Aucune trace de l'avion ou de Frédéric n'a jamais été retrouvée. Oh! J'ai validé, dans le fond, le 21 octobre 1978, en Australie, le coucher du soleil était à 6h43. Complet? Ben, le coucher du soleil. Qui commençait? Ouais, Oui, j'imagine. oui, oui. Une fois que, admettons, l'avion se crache dans l'eau, j'imagine qu'elle se défait comme en plusieurs morceaux, puis il y a des débris. J'ose croire, tu sais, t'es quand même à 4500 pieds, là. Ouais. Avec l'impact. Mhm. Mais j'imagine que ça finit par couler Mais rapidement. c'est ça, il était fait pour flotter, cet avion-là, fait qu'il y aurait eu des morceaux qui auraient réapparu. Ouais. Assurément, Pas dans le tous, fond. oui. Puis les recherches, ça n'a rien donné non plus Rien. sur les îles, admettons, ou la place que tu disais. Ouais, non, rien. Hmm. C'est étrange, mais c'est petit, un Cessna, là, c'est mini. Ouais, c'est petit. Moi, je pense qu'il est peut-être pogné dans un arbre à quelque part. S'il a fait demi-tour ou il a essayé de faire quelque chose, mais je pense qu'il s'est fait absorber par un ovni. C'est drôle que toi, tu dises ça, par exemple. Ben là, à cause de son enregistrement qui dit que c'est quelque chose qui a pas rapport puis qui flotte au-dessus de lui puis qui passe à gauche, à droite, je veux dire, Ouais, ça c'est fait très quand même- vaisseau spatial. à moins qu'il soit bien raide sur le moche, là. Je pense que Il consommait absolument pas de drogue. Ouais, ben Puis il c'est buvait ça. à peine, fait que, tu sais, il aurait pas pu être... Surtout pas avant de voler. Ouais, prenait ça à cœur, Mais là. c'est sûr que, comme tu dis, la façon que l'objet Bouger. volait, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir, là. Tu sais, de gauche à droite, d'en haut, en bas, rapidement comme ça. Puis On qui a est- disparu, à un moment donné aussi, là, à on se part- rappelle. Ouais, c'est ça. À part un peu, tu sais, l'armée avec leurs jets qui sont capables de manœuvrer dans plusieurs directions quand même rapidement, mais encore là.
Mais en plus, il disait que c'était un long engin. Ouais. Avec des Mais couleurs. c'était gros. C'était quoi? C'était vert. Il y avait une et- lumière verte, puis les lumières se ressemblaient à des feux d'atterrissage. C'était vert qui Il y avait une lumière verte qu'ils voyaient. Puis c'était doré, or. Il y avait l'extérieur, là, me semble. Ben, il disait que c'était métallique. Il semble avoir un gros aéronef en dessous de 5000 pieds. Ces 4 lumières brillantes, on dirait des feux d'atterrissage. L'aéronef vient de passer au-dessus de moi à au moins 1000 pieds au-dessus. Quand même, hein? C'est bizarre. C'est Il parlait bizarre. de la vitesse, il demandait si c'était l'armée de l'air dans les Mais t'avais pas environs. dit il était comme brillant ou quelque chose comme ça? Il était stationnaire, la chose orbite juste au-dessus de moi. Il y a aussi une lumière verte et quelque chose de métallique. L'extérieur est brillant. Brillant. Puis il demande encore, est-ce que c'est un aéronef militaire? Puis là, son moteur s'est mis à avoir de la misère à tourner, puis il a fini en disant, ce n'est pas un aéronef. Poursuivons. On poursuit. Fait que votre théorie, c'est possiblement un ovni. Pour ma part, oui. Oui, oui. OK. Fait que j'ai 3 théories et demie, d'autres plus rationnelles et une plus du côté non rationnel, on s'en doute. J'ai voulu vraiment me plonger dans ces possibilités opposées l'une de l'autre, parce que je suis allée autant du côté des sceptiques que des gens qui ont un chapeau d'aluminium dans leur garde-robe. Yay! Première théorie, peu de temps après la publication du dossier gouvernemental officiel sur la disparition tragique de Frédéric, certains commentateurs des médias ont mis de l'avant le fait qu'il avait tenté en vain de rejoindre la force aérienne australienne et qu'il y avait eu du mal à obtenir certains de ses niveaux dans sa quête de licence de pilote commercial. Ils ont avec succès mis en doute les compétences et les capacités de pilotage de Frédéric. Ils ont essayé de dresser le portrait d'un pilote en difficulté en mentionnant quelques erreurs d'aviation qu'il avait commises. Au cours de ses 150 heures de vol, Frédéric avait été impliqué dans 3 incidents en vol. Une fois alors qu'il est entré dans un espace aérien restreint et 2 fois lorsqu'il a délibérément volé dans les nuages. Il était sous la menace de poursuite pour ces incidents. Oh! Rhonda était présente lors de l'incident durant lequel il serait entré dans un espace aérien restreint. Ce serait arrivé 2 mois avant sa disparition. Rhonda et Frédéric faisaient un petit vol de plaisance et l'incident se serait passé au retour. Selon Rhonda, c'était totalement accidentel et Frédéric serait devenu super agité quand il a réalisé son erreur. Il était tellement sur le gros nerf qu'il essuyait la sueur sur son front, genre, avec un linge. Pas petit. Suite à cet incident, Frédéric a reçu une lettre le réprimandant et mettant en évidence ses piètres compétences en vol. On parle de zone restreinte, Un espace Ouais. aérien restreint. mais T'as pas le droit de voler à là. cause de l'armée, admettons? À cause C'est de... pas précisé, probablement. Ben, ça peut être parce qu'il y a un vol qui est sur cette trajectoire-là, puis que, genre, je veux dire, c'est dangereux, là. Puis ça peut être plein d'affaires. Ouais, c'est ça. Toujours selon Rhonda, Frédéric lui aurait menti sur le fait d'avoir réussi un examen de météorologie. Il avait donné cette fausse information lors de leur première rencontre, mais 4 mois plus tard, il avait avoué son mensonge. En juillet 1978, Frédéric a passé pour la 3e fois 2 de ses 5 examens pour être pilote d'avion commercial. Quelques jours après, il s'est rendu chez son tuteur, Edwin Robert Barnes, avec Rhonda. Frédéric avait apporté 2 bouteilles de vin, affirmant qu'il se sentait festif parce qu'il pensait avoir réussi son examen. Lui qui buvait jamais en passant, là, fait qu'il filait en tabarouette là, Pourquoi il y a un tuteur? pour le vol, pour, Ah, ok. pour l'aider. OK. Ouais. Edwin a refusé parce qu'il était de service et a dit à Frédéric qu'il les boirait ensemble lorsqu'on lui dirait officiellement qu'il avait réussi tous ses examens. En septembre 1978, 1 mois avant sa disparition, Edwin a reçu un appel de Frédéric lui annonçant qu'il avait réussi ses 5 examens. La vérité, c'est que Frédéric avait échoué pour la 3e fois 3 de ses examens. Un fait qu'Edwin a découvert qu'après la disparition de Frédéric, lorsque la direction des enquêtes sur la sécurité aérienne du ministère des Transports l'a contacté pour l'interroger. Mais dans le fond, non. là, il avait le droit de piloter quand même un avion, même s'il avait pas fait ses examens. Oui, mais là, il faisait le vol commercial. Il avait le droit quand même. Il avait obtenu sa classe 4. C'est quoi qu'il avait pas le droit? Tout le reste, là. Mais là, il avait le droit de piloter puis de transporter des passagers, mais pas un gros avion, là. Il avait le droit de faire des petits vols, là. OK, Des petits dans vols le de fond, il faisait plaisance, pas des transporter vols, des- OK. Oui, il ne pilotait pas un gros avion, là. OK, ça, il avait pas le droit. Pour le Non. moment, il avait le droit, mettons, de faire des petites commissions, comme tu dis, aller chercher des petites affaires. Puis... Oui, transporter des passagers puis faire... Mais des passagers, on parle de... il avait le droit de Pas voler un le avion soir. de ligne, là. Non. OK. Il y Vraiment avait- des petits avions. Il était pas WestJet, ni Air Transat, ni l'Armée de l'air, mais il était somewhere in between. Même pas une between, je C'était pense. comme plus de... Cessna. C'était plaisance, C'est là. ça, cette plaisance, là. Ouais. Le petit avion, là. Ouais. Voler au-dessus de l'eau, au soleil couchant, peut être difficile même pour des pilotes expérimentés. Donc, on peut s'imaginer que ce n'était pas idéal pour quelqu'un avec les compétences de Frédéric. Dans le documentaire Something Shining, Rhonda raconte que Frédéric lui avait déjà dit qu'il avait peur de voler au-dessus de l'eau. OK.
Puis le jour du vol fatidique, Frédéric avait à peine mangé ce jour-là. Il a à peine déjeuné, il avait son affaire à faire le matin, bing, bam, boum, puis il avait son vol après, fait qu'il a grignoté rapido, mais il n'a pas mangé un repas, là, il avait à peine déjeuné. Fait un malaise. Aussi, durant un des moments les plus critiques, Frédéric aurait dû avoir toute son attention sur ses instruments de vol. Il était plutôt concentré à regarder quelque chose qu'il ne comprenait pas, en discutant avec quelqu'un en ayant seulement une main sur les contrôles et l'autre sur le bouton de la radio. Oui, mais on peut le comprendre. Tu sais, on dirait Oh oui. que je comprends là, que tu vois quelque chose là, on dirait qui t'attaque, entre parenthèses. Tu vas peut-être avoir envie qu'il y ait quelqu'un en bas qui le sache. Là. Oh oui, c'est sûr. Puis je pense qu'il a bien fait, en fait, là, de contacter les services aériens, mais il n'y avait pas toute son attention sur « OK, là, il y a de quoi qui marche pas avec le moteur, mais là, il est concentré à regarder, puis il pèse sur le bouton, puis il check ses contrôles. » Fait que c'est Ouais. sûr qu'il était distrait. 100%. Ça l'a désavantagé, sûrement. Sauf que ça l'a quand même avantagé pour essayer de reconstituer qu'est-ce qui s'est passé, essayer de retrouver le Cessna, blablabla. Là. Oui. Fait qu'on dirait que c'est comme... Oui, mais pouce On peut pas égal. lui reprocher, C'est ça. mais ça fait du sens. Ça pourrait expliquer pourquoi il est arrivé ce qui est arrivé si, mettons, il aurait craché dans l'eau. S'il a craché dans l'eau, on aurait trouvé. Donc, considérant ses faibles compétences, des agents du département des transports ont spéculé que Frédéric serait devenu désorienté lors de son vol du 21 octobre. Il est possible que Frédéric soit tombé victime de l'illusion de l'horizon incliné, une théorie réitérée en 2013 par James McGaha, un major de l'armée de l'air américaine à la retraite. Dans le domaine de l'aviation, une spirale mortelle causée par l'illusion de l'horizon incliné est une situation dangereuse qui peut survenir lorsque le pilote perd la perception de l'horizon et de l'altitude de l'avion. Ça se produit souvent lorsque le pilote vole dans des conditions de visibilité réduite ou lorsque l'avion entre dans des nuages sans référence visuelle externe claire. C'est le fun, ça me donne le goût. C'est de rassurant, prendre hein? l'avion. Puis le pilote peut involontairement incliner l'avion dans une spirale descendante. Au fur et à mesure que l'avion descend en spirale, le pilote peut avoir l'impression de voler de manière horizontale car il est désorienté. Cette désorientation peut entraîner une perte de contrôle de l'avion et éventuellement conduire à un accident, à un crash. On dirait que ça fait plein de sens. Là. Si moi, je conduisais un avion, je ferais ça. Je me laisserais entourlouper par l'horizon puis je crasherais sans même m'en rendre compte. Mais il me Moi, semble tout. que tu t'en rends compte quand tu descends et quand tu montes Non, c'est vraiment... on dirait que je le... dans l'eau. Quand tu fais des pirouettes en dessous de l'eau, là, Oui, quand tu as fini de faire ta pirouette, tu t'ouvres les yeux, mettons, dans l'eau, t'es comme Hi! Ou juste, tu t'ouvres pas les yeux, mettons, là, t'es fucké, là. ben c'est ça, c'est que dans le temps d'une seconde, tu peux perdre vite ton orientation. C'est qu'on se dit, faut vraiment être poche, perdre l'orientation, mais ça prend pas grand-chose, on dirait. La lumière verte qu'il aurait observée était probablement la sienne se reflétant dans l'eau. Ou ça aurait pu être aussi des lumières d'une île voisine alors qu'il volait la tête en bas. Ça se pourrait que ce serait inversé complètement. Là. Ou, comme proposé par James McGaha, les 4 lumières de Frédéric qu'il voyait auraient pu probablement être des planètes et une étoile qui étaient alignées dans le ciel à ce moment-là. Frédéric Oh. aurait autant pu entrer dans une spirale infernale ou même se trouver inversé. Puis compte tenu du système de carburant à gravité de la Cessna 182, son moteur aurait rapidement été coupé. OK. On Mais se souvient... là, ça, je trouve que c'est extrême un peu, là. Ben non, moi, j'adhère à tout ça, sauf l'affaire des planètes alignées. Là. Ben là, ça, j'ai trouvé ça... Le gars, là, il est peut-être un peu désorienté, mais entre des lumières puis des petites planètes, je pense qu'il y en a vu d'autres. Là. Ben, je pense que oui. Ça, c'est un peu too much. Là. Il a voulu essayer quelque chose de différent. C'est correct. On l'apprécie, Monsieur James McGaha. Mais là, inversé. Dans le fond, il y aurait eu L'avion. la tête par en bas. Oui. Il est Attends, au attends, coucher du soleil, là. Voler au-dessus de l'eau, c'est comme un miroir. Ça te reflète, ça doit Ouais. être complètement te fucker. Genre, on dirait que ça, mais, j'y crois. C'est vers toi la tête à l'envers. Là. Tu vas t'en rendre compte. Est-ce que ça aurait fait en sorte que ses cheveux... il y a peut-être les cheveux courts. Oui, il a pas de cheveux longs. Mais juste ton sang aussi, là. Fait que l'avion, il aurait manqué de carburant. Il se serait écrasé dans l'eau. Puis j'ai voulu vérifier qu'est-ce qui se passerait vraiment En fait, là, si c'est un Cessna. Il n'y aurait pas manqué de carburant. C'est que le carburant ne se serait pas rendu au moteur à cause qu'il aurait Oui. été inversé. Oui, ça aurait tué le moteur. Puis j'ai voulu vérifier ce qui se passait vraiment si un Cessna se retrouvait à l'envers en plein vol. Puis j'ai rien trouvé de particulièrement pour la Cessna 182, mais j'ai trouvé un commentaire d'un pilote sur un site de discussion. C'était pas Reddit. Puis il parlait d'un Cessna 172. Fait que là, j'ai regardé quelles étaient les différences entre un Cessna 172 puis un Cessna 182. Puis je me suis ramassée sur un site de l'Association des Cessna. J'ai lu des articles des magazines de pilotage. Écoute, je t'ai renseigné mes raids. Puis en gros, les 2 avions sont des avions à motomoteur et ils sont très similaires. Les différences se situent plus au niveau du moteur, de la taille et de la vitesse de l'avion. Le Cessna 182 est plus performant que la Cessna 172, fait qu'on peut dire que la Cessna 182 est un modèle plus haut de gamme que la Cessna 172, mais Puis, sont très similaires. Notre ami Frédéric était dans le 72 ou dans le 182? 182. Fait qu'avec ça en tête, on peut associer le commentaire du pilote
qui parlait de la Cessna 172 au Cessna 182 que pilotait Frédéric au moment de sa disparition. Donc, voici le commentaire. Le Cessna 172 peut être basculé à l'envers et volé sous contrôle, mais pas pour bien longtemps. La plupart des moteurs d'avions de l'aviation générale qui ne sont pas certifiés pour les acrobaties ne disposent pas d'un système d'huile capable de fonctionner en position inversée. Normalement, l'huile est stockée dans un carter sur le moteur et la pompe à l'huile la pompe à partir de là. En position inversée, l'huile se déplacerait vers le haut par rapport au moteur, empêchant la pompe à l'huile de la faire circuler correctement. Le moteur s'arrêterait donc rapidement, les pièces mobiles ne recevraient plus de lubrification. De plus, dans les modèles non équipés d'injection de carburant, le système de carburant est alimenté par gravité, ce qui signifie que le moteur s'arrêterait également en raison de manque de carburant. Le Cessna se retrouverait alors en mode planeur, ne pouvant plus être propulsé par le moteur. Cette théorie-là est quand même potable, selon moi. Là, je pense qu'on est d'accord que ça se peut, que c'est ramassé à l'envers, sauf qu'il y a un passage du livre Rien sur le radar qui l'anéantit, selon moi. Ouh. Le voici. Il est possible de voler un Cessna 182 à l'envers, mais l'avion résistera à chaque instant. Selon Steve Robbie et d'autres experts de l'aviation, l'avion a tendance à se corriger automatiquement. C'est dû à une caractéristique de conception délibérée de la géométrie de l'aile appelée dièdre. Le fuselage est en réalité plus bas que les extrémités des ailes. Cela rend l'avion très stable et prévisible en vol. Le moteur de cet avion possède des carburateurs alimentés par gravité. Les réservoirs de carburant se trouvent dans les ailes, donc si vous voliez cet avion à l'envers, le moteur manquerait de carburant après environ 20 secondes. Frédéric a conversé avec Steve pendant plus de 6 minutes, volant d'une main sur les commandes et de l'autre tenant le microphone. Tout ce qui n'est pas fixé par votre ceinture de sécurité, tels que les tapis au sol, les sacs et tout autre objet dans l'avion, monterait vers le toit de la cabine. Vous le sauriez si cela se produisait. Si vous effectuiez avec succès une boucle, la force centrifuge maintiendrait tout en place. Cependant, suggérer que Frédéric était à l'envers lors d'un vol normal dans ces circonstances étranges est tout simplement ridicule. Bon, fait que ce que je disais, ça fait du sens. Full. Ça a pas, il s'en serait rendu compte. Là. Ouais. Mhm. Bon. À moins qu'il était dans la spirale mortelle, qu'il faisait une boucle. Ça aurait tenu tout en place. Mais à l'envers. Mais oui, c'est sûr que tout le reste va tomber. Il est bien beau qu'il s'en rende pas compte. Mettons, si lui, là, physiquement, il s'en rend pas compte. Mhm. Le reste autour va bouger aussi, là. Ouais, moi, on dirait que là, sachant ce commentaire, j'ai de la misère à... Ouais, c'est pour ça que je trouvais que c'était Il important. on s'entend que, pas comme dans un manège, là, leur ceinture de sécurité, ils ont quand même, ben beau avoir, mettons, 2 ceintures au niveau du tronc, il va quand même être pas mal à côté, là, tu sais, mettons que tu fais un accident de char, là, puis ta ceinture te tient, là. Ouais. Tu sais, mettons que t'es à l'envers, puis t'as deux ganses comme ici, là, tu vas être bien plus, genre, Non, mais là- pogné que si, genre, t'es assis. Mais ça, pareil en char qu'en avion. Non, mais en avion aussi, là. En avion, t'es quand assis- tu tournes, là, Ouais. tu le sens pas tant que ça. Non, mais si t'as la tête à l'envers. Non, mais là, on a débunké la tête à l'envers. C'est 100% comme Mhm, c'est ça. impossible. C'est que C'est- si tu spins, la force centrifuge, Ouais, si ça tu te fais garde en place. une boucle, mais tu sais, d'en faire Non, plusieurs. non, c'est... Non, non, ben, si t'en fais une, ça paraîtra pas. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais si, mettons, il tombe là, dans une spirale infernale où là, il en fait plusieurs, puis il pense qu'il conduit normalement, mais là, ça bougerait rien, là. Il serait normal. Mais il aurait comme il dit, ça aurait été impossible qu'il fasse ça à une main avec l'autre main sa radio. Là. C'est sûr que C'est c'est difficile rayé à dire. complètement qu'il était à l'envers puis qu'il voyait ses lumières reflétées dans l'eau en pensant que c'était un ovni. Là. Ça, c'est sûr et certain que c'était possible. Parce que tout aurait tombé, le moteur serait mort, ça aurait pas été long, ça aurait pas duré 6 minutes de l'appel. Mhm. Ça aurait duré quelques secondes, le moteur aurait éteint, merci, bonsoir, il aurait Ouais. plané à l'envers, ça donne mal. Cette théorie-là, du département des transports, ne fonctionne pas. Mhm. Puis un autre détail important, c'est que la durée de l'incident, le moment complet durant lequel Frédéric a vu l'objet est difficile à déterminer parce qu'on ne sait pas combien de temps s'est passé entre le moment où Frédéric a remarqué l'objet et le moment où il a contacté les services aériens. Ça a pris combien de temps là, qu'il le voit puis qu'il dit « Moi, c'est pas bizarre ça? » Puis qu'il n'a pas appelé personne. Fait que là, ça rallonge le 6 minutes. Fait qu'il n'a pas pu durer, mettons, 15 minutes à l'envers. Là, ça fait juste pas de sens. Mais moi, je pense qu'il les a contactés tout de suite quand il a vu, là. Peut-être aussi. Parce que ça semble être ça dans l'enregistrement. Tu sais. Oui, ça se peut aussi. Dans le documentaire Something Shining, diffusé en 1989, Rhonda dit que c'est déjà arrivé que Frédéric ait des problèmes lors d'une montée et Frédéric était resté super calme. Donc, je pense que c'était pas quelqu'un de nerveux en vol en général, mais
quand il est arrivé l'incident avec la zone aérienne restreinte, là, il s'est dit, je suis dans le trouble. Parce que là, il avait déjà de la misère avec ses cours, ses examens, ses formations. Puis là, il a fait une grosse gaffe. C'est plus ça qui l'a rendu nerveux que le fait de piloter. C'est qu'il était à une mauvaise place, puis il savait qu'il serait réprimandé pour ça. Ouais. C'est ce que je pense. Frédéric consommait pas de drogue, on l'a dit. Il buvait rarement de l'alcool. Frédéric n'était pas désorienté spatialement à aucun moment lorsqu'il était en contact avec les services aériens, selon les dires de Steve Robbie. OK. Il savait où il allait. Ils ont demandé, là, c'est quoi tes intentions? Ouais. Aller à King Island. Il le savait. Puis aussi, une spirale mortelle causée par l'illusion de l'horizon incliné est une situation dans laquelle les pilotes se trouvent quand la visibilité est réduite. La visibilité n'est pas réduite, là. C'était un ciel clair, il y avait à peine de vent. Fait qu'à moins que là, il aurait foncé encore dans un nuage pour le fun, peut-être là, il aurait été désorienté. Ça semblait être comme la journée idéale. Là, Oui, c'était vraiment une belle petite journée. Il n'y a aucune preuve que l'avion se serait écrasé dans le détroit de Basse et il n'a jamais été retrouvé. Échouer puis repasser des examens dans le domaine de l'aviation, n'importe quel autre, on le dit, c'est pas normal. Fait que c'est pas une explication de pourquoi il y a eu un problème, là. Ça n'a pas rapport, selon moi. Ouais. Mais c'est sûr que moi, j'ai l'impression, comment je l'imagine avec tout ce que tu viens de dire, puis je le connais pas, on s'entend. Mais j'ai l'impression que c'est un passionné, mais qui avait... Tu sais, il était passionné, mais il était peut-être pas super méticuleux puis concentré, genre. Peut-être. Il avait de la misère avec ses examens, il coulait souvent, mais il voulait fort, fort, fort. Mais je pense que c'était pas le meilleur. C'était sûrement pas le meilleur, mais c'était pas nécessairement un mauvais pilote. Puis des fois, t'es bon dans la pratique, mais dans le théorique, t'es pas bon. Oui, mais je pense que 150 heures, c'est pas beaucoup en Effectivement. pilotage non plus. Là. Je sais pas si c'est partout pareil, mais ici, c'est énorme le nombre d'heures qu'il faut que tu fasses. Là, pour... Je le sais pas, mais tu sais, en même temps, il faisait juste des petits vols de plaisance, faire des petits transports. Fait qu'à coup d'une heure, ça faisait beaucoup de fois là, pour ce qu'il pouvait faire pour l'instant. Ouais. Fait que c'est tout pour la théorie que ce serait de sa faute. Qu'est-ce qu'on en pense jusqu'à maintenant? Ben, malgré tout le fait que tout ce que tu viens de dire, ils n'ont pas trouvé l'avion. Comme, c'est ça qui bug le plus dans ma tête à moi. Ouais, c'est surtout qu'il y a des morceaux qui flottaient. Ça, Cessna était fait pour flotter. Mais on a parlé aussi là, dans l'épisode du SS Orang Medan là, que le bateau avait jamais été retrouvé. Mais c'est dur de trouver des choses qui disparaissent en mer. Ouais. Aussi. Mais ça aurait fini par être échoué sur la côte, vu que ça flottait. Ouais. Fait que c'est dur. Je sais pas. C'est dur à dire. Ils n'ont rien retrouvé, comme tu dis. Fait que, ça donne pas beaucoup de preuves ou encore moins d'explications. Là. Prochaine théorie, c'est une demi-théorie. Là. C'est parce qu'il l'a partout, puis ça a été popularisé par un documentaire de Discovery Channel, là, fait que je vais la mettre. Là. Mais c'est que il y a des gens qui pensent que Frédéric se serait suicidé. Et selon ses proches et sa famille, Frédéric n'était pas suicidaire ni déprimé. Il n'a jamais souffert de dépression. Encore là, on ne peut pas prédire ça. Il a quand même été confronté à plusieurs échecs qui l'empêchaient de réaliser son plus grand rêve. Mais j'ose m'avancer en disant qu'il n'aurait sûrement pas pris la peine de téléphoner au service aérien. C'était son objectif en embarquant dans l'avion. Moi, tout. Puis aussi, comme j'ai mentionné plus tôt, Rhonda et Frédéric devaient se voir le soir du 21 octobre après son vol aller-retour à King Island. Il y avait même des vêtements de rechange dans sa voiture pour son rendez-vous avec Rhonda. Cette théorie-là, elle sert à quoi? Elle sert à rien, à part... Tu sais, ça aide pas à retrouver l'avion, ça aide pas à expliquer rien. Je comprends juste pas, tu sais. OK, tu peux penser que... Non, on dirait, je trouve qu'elle sert à rien. Oui. T'sais, point barre, inutile. Voilà, mais on passe direct à l'autre. Oui. Merci, bonsoir. On l'a dit, on l'a su. Bon. Ben, Discovery Channel. Parce que, oui, ça se pourrait qu'il aurait pris son avion puis il aurait décidé de mettre fin à ses jours, mais c'est pas ça le dossier, on dirait. Tu comprends? C'est l'enregistrement puis trouver le Cessna. Le reste, là... Puis trouver lui c'est aussi. un peu accessoire. Oui, c'est ça. Oui, mais quand je dis Cessna, c'est lui aussi. Lui avec. Là, on s'entend. Ouais, mais là, bonne chance pour le retrouver si c'est en mer. Là. Si t'es même pas capable de retrouver les morceaux de l'avion, imagine en trouver un corps. Fait qu'on passe à la prochaine. Le département des transports a déclaré que si l'avion de Frédéric a eu un accident, la cause est indéterminée. Cependant, il conclut qu'il est peu probable que l'avion de Frédéric se soit écrasé, étant donné qu'il n'y avait aucun signe de débris. Le rapport officiel semble suggérer que Frédéric aurait orchestré un stratagème élaboré pour disparaître délibérément. Sans le dire explicitement, les enquêteurs énumèrent des éléments de preuve suggérant qu'ils pensent que Frédéric a inventé une histoire de ce qu'il a vu pendant son vol.
Frédéric avait dit à certaines personnes qui se rendaient à King Island pour ramasser des écrevisses. Il a dit ça à son père et à son ami Greg Rayburn. Mais il l'a dit à d'autres et il a écrit dans son plan de vol qu'il allait à King Island pour chercher des gens. Mais en réalité, il n'y avait ni passagers ni écrevisses qui l'attendaient là-bas. Cliff Day, le pêcheur d'écrevisses sur l'île, a déclaré qu'il n'avait eu aucun contact avec Frédéric concernant l'achat d'écrevisses et qu'il était d'ailleurs en rupture de stock dès le début de l'après-midi. Puis ça, c'est quand même de quoi de fréquent. Là. Moi, je viens d'une petite région qui s'appelle la Gaspésie, puis dans les poissonneries, là, le stock arrive de bonne heure puis il finit de bonne heure. Là. Tous les jours, il y a un gros roulement. Fait que ça aurait été surprenant quand même qu'il reste des écrevisses à 8 heures le soir. Ouais. Fait que ça fait du sens. Le pêcheur d'écrevisses a dit qu'à l'heure qu'il aurait arrivé, il n'y aurait plus rien eu, c'est certain. Là. Peu importe. Fait que qu'est-ce qu'il allait faire à King Island? Personne ne sait. Mais je comprends pas, le ministère des Transports, il pense quoi? Ben, Qu'il s'est volatilisé sur une île puis qu'il a changé de vie? il pense qu'il a fait semblant de disparaître. Mais il a pas fait semblant. Il a disparu. Mais c'est ça l'affaire. Mais il pensait genre qu'il voulait voler l'avion de quoi de même ou qu'il voulait refaire une vie ailleurs où il pourrait passer ses tests de pilotage. OK, fait que là, ça reste un peu à faire des théories sur ses intentions, un Oui. peu comme on vient de parler d'intention de suicide. Là, c'est une intention de changement de vie. Mais, tu vois, changement de vie, je peux plus comprendre. Mais là, normalement, à cette époque-là, est-ce qu'il y avait des radars pour suivre les avions? Il Ouais, serait c'est capable ça. de savoir il est parti où? Mais c'est surtout qu'il y avait des numéros de série. Tant qu'il a volé l'avion, il fait quoi avec? Ouais. Puis pourquoi, mettons, il veut changer? Tu sais, il y en a aussi qui pensaient qu'il voulait voler l'avion puis que son père était dans le coup. Puis genre, voler l'avion puis tu vas le vendre après? Tu vas faire quoi après avec l'avion? Le monde va bien le voir que tu le pilotes cet avion-là avec le numéro de série. Puis là, t'appelles le service aérien pour leur faire croire une grosse histoire de disparition par des ovnis, supposément. Mais t'attires tellement d'attention Ouais. sur le cas de disparition. Tout le monde te cherche, puis tout le monde cherche l'assassinat. Fait que là, ça sert à quoi? Ça n'a pas de sens. Parce que tu peux pas contourner les numéros d'immatriculation puis tirer de l'appareil. Mais de toute façon, quand tu commences à voler dans une zone, faut que tu t'identifies parce que tu apparais sur les radars. Si tu t'identifies pas, ils vont Ouais. envoyer, mettons, l'armée, puis ton avion peut être abattu. Ouais, moi, Fait je que tu peux pense pas que... voler avec un avion sans s'identifier. Tu apparais dans les zones radars. Je pense que ça enlève un peu la théorie de il a dévié de sa trajectoire, il Mais est oui. parti à Mumbai. En Inde. Ben, c'est ça. Mais là, je m'y connais vraiment pas en aviation, mais je pense qu'il y a un certain niveau de hauteur que t'es pas Ouais. détectable, Ouais, je sais pas. pense que Ouais. quand tu voles assez bas, t'es pas détectable par les radars, je crois. Mais peut-être c'est ça qu'il aurait volé super bas, puis il serait parti où il se serait caché quelque part. Tu sais, toutes les recherches qui ont été faites pour lui, tu sais. Tu sais, s'il avait voulu vraiment disparaître, il n'aurait jamais contacté les services aériens pour qu'il remarque qu'il Mais était non. où, puis son emplacement, puis là, il le recherche partout parce qu'il pense qu'il est en danger, là. Bullshit. Il aurait pas dans une crise de mots, puis tout. Ben, Mais il y a j'assume aussi- que ça a fait le tour du monde, fait qu'ils ont dû, toutes les personnes qui travaillent dans l'aviation, ils ont dû regarder leur radar. Mais il y a de quoi aussi de bizarre par rapport au fait de sa supposément commande ou faire un lift à du monde à King Island, là. C'est qu'il n'a jamais avisé l'aéroport de King Island, fait qu'ils n'ont jamais ouvert leur feu d'atterrissage. Ils savaient même pas qu'il y avait un avion qui allait atterrir. Là, c'est bizarre. Fait qu'elle allait Ça, faire c'est quoi? bizarre. Peut-être qu'il voulait juste faire un aller-retour puis avoir une excuse pour faire un vol, puis accumuler ses heures de vol. Fait qu'il a dit, ah ouais, je m'en vais faire tourner de gravis, là. Mais dans le fond, il voulait juste faire pipiou, un aller-retour. Vous comprenez? Ouais. Fait qu'elle allait jamais atterrir. Mais ça, c'est bizarre, quand même. Faut dire que cette partie-là m'intrigue, là. Honnêtement. Me pose un peu problème dans ma petite tête. Ouais, hein? Ou c'est peut-être juste parce que, tu sais, on dirait qu'il avait l'air, c'est comme je disais, il avait l'air passionné, mais il avait pas l'air à être le gars le plus à ses affaires. Posé. Fait que peut-être qu'il a littéralement oublié d'avertir l'aéroport. Il est arrivé raide à l'aéroport de Morabine pour se rendre. C'est ça. Je pense qu'il était dans le jus cette journée-là. Il a peut-être oublié. Aussi, j'ai fini pour cette théorie-là, je tombe les aliens, là. Donc voici la dernière théorie, celle qui nous brûle les lèvres. La disparition de Frédéric Valentich est due à un enlèvement extraterrestre ou du moins, ce serait en lien avec un ovni. Puis avant de commencer, j'aimerais savoir où se situent vos croyances avec les extraterrestres et les ovnis. Quand on sait que tu as très peur, Félix, on n'a jamais abordé vraiment ce sujet ensemble. Ouais. Pour moi, mettons, ça, je sais pas comment j'imagine ça. Je suis pas mal certain qu'on n'est pas les seuls, admettons. Dans l'univers. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas d'image en tête, là. Je vois pas les petits bonhommes comme on voit dans les films, là. Je sais pas comment je pourrais imaginer ça, mettons. Puis sous quelle forme ça pourrait être, mais je crois ça. OK, tu crois aux extraterrestres, puis les ovnis, les objets volants non identifiés. Est-ce que tu crois qu'il y en a sur Terre? Oui. OK. Oui.
Moi aussi, là. C'est pour ça que j'ai peur. Ouais. Mais moi, c'est parce que j'ai peur qu'ils nous veulent du mal. Là, je me dis, c'est plus grand que nature, ça nous dépasse. S'ils nous voulaient vraiment du mal, j'imagine qu'on serait déjà tous morts. À moins qu'ils veulent nous examiner. C'est pour ça qu'ils nous Oui, kidnappent un petit c'est peu par petit peu. l'espèce de théorie qui roule souvent, ça. Mais mon chum, qui lui, il croit à ça aussi, puis que ça y fait pas peur, il dit qu'à Joe Rogan, il y a un spécialiste des ovnis qui est allé, là, que moi, j'écoute pas, là. Puis que grosso modo, j'ai demandé de me raconter, mais pas trop parce que j'avais peur. Puis j'ai dit, c'est parce que moi, ce qui me stresse, là, c'est ils nous veulent-tu du mal ou pas? Puis ça a l'air qu'ils sont là depuis longtemps. Puis c'est quand même... C'est chill, genre. Il n'y a pas de beef. Il n'y a pas de chicane. Mais je pense que c'est sûrement Bob Lazar, le gars en particulier. Il aurait travaillé dans la zone 51. OK, ça se Ouais. peut. Mais apparemment qu'il y aurait une fédération galactique. J'en ai parlé dans l'épisode des Amants Noirs. T'étais pas là, t'étais caché. Dis-moi-en pas trop, là, j'ai Mais peur. apparemment qu'il y aurait une entente. C'est ça qu'il me disait. Crazy. Ça me fait peur, là. Ouais, mais on pourrait explorer ça. Je pense qu'on va faire peut-être un petit épisode Patreon sur les espèces extraterrestres parce qu'il y en a plusieurs. Ah, t'inviteras David à ma place. Il va pouvoir te feeder plein d'affaires. Non, tu vas venir, ma belle. Tu folle. Là, moi, je vais retourner avec toutes ces informations-là dans mon petit cerveau puis je vais angoisser tout seul. Préfère ne pas savoir. Si t'en sais trop, père, ils vont venir te chercher puis ils vont te faire oublier ça de ta mémoire. J'haïrais pas ça. On poursuit. Fait que vous y croyez, toi t'as peur, Kat, puis toi t'es... Ben, j'ai pas peur, là. Je pense pas à ça chaque jour de ma vie, là. OK. Les derniers mots de Frédéric, c'était « Ce n'est pas un aéronef. » Mais c'est quoi un aéronef? Et j'ai trouvé une définition claire sur le web. Alors voici. Félix, lis-nous ça. Dans l'usage courant, aéronef est vieilli comme terme technique et a été supplanté par avion. Toutefois, aéronef est un terme juridique bien vivant. Dans les textes réglementaires, le mot désigne l'ensemble des engins soumis au droit aérien. Par aéronef, les juristes entendent tout appareil se déplaçant dans les airs, qu'il soit plus lourd que l'air, comme un avion ou hélicoptère, ou plus léger comme le ballon ou le dirigeable. Avec cette description, on peut conclure que ce qu'il a vu, c'était pas un avion, pas un hélicoptère, pas un ballon, ni un dirigeable. Donc, encore une fois, on peut conclure que l'objet était dans le ciel, donc c'est volant, et était non identifié. Donc, techniquement, c'était un ovni, un objet volant non identifié. Ah oui, c'est ça. C'est le terme français, c'est pour ça. C'est ça. Fait que sachez que cette théorie est approuvée par les parents de Frédéric, Guido et Alberta, OK. au sujet des extraterrestres et d'un ovni. Dans une entrevue avec des journalistes, Guido a avoué qu'il croyait que son fils était, je cite, « retenu par des gens d'une autre planète ». Le 23 octobre 1978, 2 jours après la disparition de Frédéric, un article est paru dans le Bendigo Advertiser intitulé « Un ovni a enlevé notre enfant ». Durant leur entrevue qui avait eu lieu le lendemain du jour fatidique, Guido et Alberta ont révélé ne pas croire à l'explication selon laquelle Frédéric aurait pu retourner son avion à l'envers ou entrer dans une spirale incontrôlée après avoir été désorienté. Les parents de Frédéric ont également déclaré que le département des transports tentait de dissimuler ce qui était réellement arrivé à leur fils. Pendant son entretien avec le département des transports, Guido a mentionné que Frédéric croyait fermement à l'existence et à la présence des ovnis et des extraterrestres. Guido a dit que les croyances de Frédéric concernant les ovnis avaient été renforcées lors d'un récent voyage de camping avec des membres d'un groupe d'aviateurs dans la région rurale de Gippsland, en Australie. Lors de ce voyage, Frédéric aurait eu accès à des dossiers top secrets des forces aériennes royales australiennes sur les ovnis. Bien qu'il ait brièvement discuté de ça avec ses parents, Frédéric aurait refusé de divulguer le contenu de ses fichiers, estimant qu'il était classifié et qu'il prenait ça très au sérieux. Guido a dit que Frédéric n'était pas le genre de personne à inventer des histoires et qu'il étudiait les ovnis comme un passe-temps en utilisant des informations qu'il avait reçues par l'armée de l'air. Guido a également informé les enquêteurs que la mère de Fred, Alberta, avait récemment observé un ovni. Frédéric était présent et l'aurait également vu. Ils ont décrit l'objet comme étant une grande lumière, avec une taille environ 10 fois plus grande que l'étoile la plus grande. L'objet serait resté immobile pendant quelques instants avant de s'éloigner à une très grande vitesse. Bien que Guido lui-même n'ait pas été présent lors de cet incident, les explications fournies par sa femme et son fils l'ont convaincu que les ovnis étaient réels et que la planète était régulièrement visitée par une forme d'intelligence extraterrestre. Guido a raconté que Frédéric avait peur
des ovnis quand il était jeune, à environ 15 ans. Guido a révélé que Frédéric craignait d'une éventuelle attaque d'ovnis puis que ça sépare sa famille. Guido avait tenté d'apaiser ses craintes en lui expliquant que s'ils étaient attaqués par des extraterrestres, il serait impuissant. Donc, il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas besoin de s'inquiéter. Ce serait inutile de s'inquiéter. J'appellerais pas ça rassurant, mais je comprends ce qu'il a voulu faire. La peur de Frédéric s'est transformée en intérêt en vieillissant. Le département des transports a également interrogé Rhonda, la fiancée de Frédéric. On apprend lors de son entrevue qu'une semaine avant sa disparition, Rhonda et Frédéric s'étaient rendus à une chaîne de montagnes nommée les montagnes d'Endenon et ils auraient discuté d'ovnis ensemble. Frédéric aurait même dit à Rhonda quelque chose ressemblant à « Si un ovni atterrissait devant moi, j'y entrerais, mais jamais sans toi ». Lorsque Rhonda s'est fait demander durant son entrevue si les ovnis étaient un sujet que Frédéric abordait souvent, elle a répondu que ça arrivait de temps en temps, mais qu'il n'allait jamais en profondeur. Le département des transports aurait même noté que Rhonda aurait avoué que Frédéric conservait des coupures de journaux mentionnant les ovnis. Rhonda a pourtant nié ce détail 40 ans plus tard lors d'un événement soulignant l'anniversaire de la disparition de Frédéric, organisé par un groupe d'action d'ufologie. Mais de ce que j'ai vu dans les documents de l'enquête, ce détail-là n'a pas été nommé par Rhonda, mais par Guido, le père de Frédéric. Fait que je ne sais pas pourquoi elle a nié ce détail-là, mais en tout cas, il y a eu une confusion quelque part. Puis dans ce même événement qui a eu lieu en 2018 à l'aéroport de Moorabbin, Rhonda a déclaré aux membres du public présents que les représentants du département du transport qui s'occupaient de son interrogatoire lui avaient posé des questions personnelles et inappropriées sans préciser lesquelles. Elle a aussi déclaré s'être sentie intimidée parce qu'on lui avait placé une forte lumière au visage tout au long de l'entrevue, ce qui l'empêchait de voir qui l'interrogeait. Puis si on se met en contexte, Rhonda, elle avait seulement 16 ans au moment de l'entrevue. Ses parents n'étaient pas là. Puis elle venait tout juste de se fiancer à la personne disparue. Là. Puis là, tu lui mets une lampe d'en face puis tu lui poses une question qui n'a pas de bon sens. Ça a dû quand même la marquer pour fille. L'entrevue avec le père de Frédéric a eu lieu le lendemain de l'entrevue avec Rhonda, soit le 25 octobre 1978. Et Guido a confirmé le fait que Frédéric était un adepte des ovnis et qu'il avait même lu le livre « Les chariots des dieux, le mystère non résolu du passé », écrit par Eric von Daniken et publié en 1968. Si vous avez déjà écouté la série Nos ancêtres, les extraterrestres, vous avez vu Eric von Daniken, mais c'est pas lui avec les cheveux fous. Oui, c'est ça, je me demandais. C'est pas celui-là, c'est un autre. Je vais mettre une photo de sa vignette quelque part. Puis pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, comme ils disent dans la série, le livre d'Eric von Daniken explore la théorie selon laquelle les extraterrestres ont influencé les civilisations anciennes dans la construction de certaines structures en leur offrant leur technologie. Une structure qui fait penser immédiatement aux extraterrestres, c'est évidemment les pyramides, autant celles d'Égypte que du Mexique. Ces artefacts anciens semblent refléter une connaissance technologique plus avancée que celle qu'ils auraient dû avoir à l'époque. C'est quand même une théorie connue en lien avec les extraterrestres. Là. Ouais. Fait qu'on n'embarquera pas trop dans la théorie, mais c'est juste pour vous donner un peu de contexte du livre qu'avait lu Frédéric. Tout le long que tu racontais, c'était quel genre de gars par rapport à ça? Il est pas pire que toi, dans le fond. Il est comme toi. Ben c'est ça. C'est les années 70, là, tu sais, les Star Wars étaient sortis, là. Ça devait être, super commun, là. Veut pas, ça a quand même un lien avec le fait qu'il tripe sur l'aviation. Ben évidemment qu'il va triper sur les objets volants non identifiés, là. Ça vient avec. Fait que le 20 septembre 1978, soit un mois avant la disparition de Frédéric, une femme avait écrit une lettre à l'éditeur du journal King Island News. La lettre concernait des rapports récents d'observation d'objets volants non identifiés. Alors, Kat, tu vas nous lire le passage de cette lettre? La dame dit « Nous avons fait notre première observation il y a 2 mois. En conduisant vers Curie, une lumière nous a suivis lentement sur la route nord et a finalement disparu en direction du phare. D'autres observations ont été signalées à Curie la même nuit. Certaines personnes, plus au nord, ont également observé une étrange lumière survoler leur maison. Ensuite, une autre personne a mentionné avoir vu des lumières magnifiques et étranges à l'extérieur. En sortant pour enquêter, les lumières ont soudainement disparu. Puis, la nuit dernière, la lumière étrange est réapparue juste en amont de Kemp Creek. À chaque occasion, la lumière était très grande et très intense et semblait illuminer la zone comme s'il faisait jour. Dans les 24 heures suivant la disparition de Frédéric, il y a eu de nombreux signalements d'objets volants non identifiés provenant de Melbourne, Frankston, le Cap Otway, Brighton, etc. Selon un article du journal Toledo Blade publié le 23 octobre 1978, 11 personnes ont rapporté aux autorités avoir aperçu des objets volants non identifiés survolant le détroit de Bass. Mais en réalité, il y aurait eu plus qu'une centaine d'observations répertoriées. Fait que juste avant de vous les nommer, quelques-unes, on va en lire quand même pas mal, j'aimerais qu'on se remémore ce que dit Frédéric sur l'objet. Il a dit qu'il était gros, rapide, avec 4 lumières bruyantes qui ressemblaient à des feux d'atterrissage. Il y avait une lumière verte et l'objet avait un extérieur brillant, puis aussi mentionné quelque chose de métallique. Donc, voici plusieurs de ces témoignages. Des habitants de nombreux quartiers côtiers ont dit avoir vu des objets aériens étranges et inhabituels qu'ils trouvaient difficiles à décrire.
Une femme de Frankston a raconté avoir vu quelque chose de suspendu dans le ciel vers midi le 21 octobre. C'est avant qu'ils disparaissent. Mhm. À Melbourne, des garçons participant à une compétition de tennis ont observé un objet volant non identifié les survoler lentement et à très haute altitude. Durant l'après-midi du 21 octobre, une femme qui conduisait le long de Beach Road à Black Rock a remarqué un très grand objet en forme de disque traversant la baie de Port-Phillip dans l'après-midi. 2 garçons de Ringwood jouaient dans leur rue avec des talkie-walkie. Les talkie-walkie ont cessé de fonctionner au même moment où un objet en forme d'étoile très lumineuse est passé assez bas au-dessus d'eux. Leurs talkie-walkie se sont remis à fonctionner normalement dès que l'objet lumineux a quitté la zone. Une famille complète fait aussi partie des témoins. L'un des membres a participé à l'émission Unsolved Mysteries et est resté anonyme. Le père a raconté que lui et les membres de sa famille ont vu quelque chose dans le ciel, une genre d'orbe verte et lumineuse. L'objet se tenait à environ 1000 ou 200 pieds plus haut d'un avion, qui serait très fort probablement celui de Frederick Valentich. L'homme a ensuite dit que lui et sa famille sont restés là à regarder ce qui se passait pendant quelques instants. Ils ont ensuite remarqué que l'orbe s'approchait rapidement de l'avion, puis ils ont vu que l'avion semblait s'incliner vers l'avant à un angle de 45 degrés. Ils n'ont pas vu l'avion s'écraser. Ils sont partis avant que ça aurait pu arriver, mais il y avait l'impression que ça allait arriver. Mais ce témoignage-là, c'est sûr que, bon, il a vu l'avion, il a vu s'écraser, on aurait dit que ça c'était ça. Il a participé à l'émission Unsolved Mysteries, mais anonymement. Si tu penses qu'un avion ça est en train de s'écraser puis qu'il est semi-pourchassé par un orbe, je comprends pas pourquoi tu restes pas à regarder la scène. Oui, ou t'appelles pas quelqu'un. Il y a Fait comme je vais m'en aller, j'assume. Tu sais, voyons, il y a quelque chose qui se passe devant toi qui est tellement étrange, puis tu regardes pas plus longtemps que ça. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais regardé jusqu'à la fin où j'aurais appelé quelqu'un. Hey, il y a quoi qui se passe, il va se cracher. On peut la prendre avec des pincettes, cette histoire-là. Ouais. Mais je la spécifie quand même parce qu'elle était dans l'épisode d'Unsolved Mysteries sur le cas de Frederick Valentich. Elle est comme quand même... Ouh. Oui, c'est ça. Il a vu Frédéric en plus, tu sais. Moins de 2 heures avant la disparition de Frédéric, une femme de Queenscliff a déclaré avoir vu ce qui semblait être une grande roue, le manège, en train de tourner dans le ciel. Celle-là, spécifiquement, elle me rend mal à l'aise. Je bats de trip. Parce que le cerveau, là, veut pas, là, il va prendre de quoi qu'il comprend pas, puis il va l'expliquer de quoi qu'il comprend. Ouais. Puis là, elle a pris le manège, fait que pour moi, c'est tellement crédible. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est rare que, genre, je dis quoi parler avec les extraterrestres, puis que ça me fait pas sentir bien, mais celui avec le manège ne m'a pas fait sentir bien. Moi, c'est tout le temps comme ça. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai vu un aperçu de ta réalité. C'est ça. Un directeur de banque, Colin Morgan, et sa femme ont signalé avoir vu un grand objet en forme d'étoile brillante planer près d'une heure près de Geelong, plus loin sur la côte. Colin Morgan a déclaré à un journal australien « L'objet semblait naviguer presque au-dessus de nous alors que nous conduisions sur une autoroute. Il était lumineux et avait des lumières vertes clignotantes à l'une de ses extrémités. » Un couple qui se faisait des minouches dans un stationnement isolé de King Island en début de soirée aurait abandonné leur activité lorsqu'ils ont été effrayés par un objet très lumineux. Ils ont eu l'impression que l'objet les observait. Il y en a plein qui ont Voyeurisme. échappé belle, là, dans le fond. Là. Genre, un policier des Forces aériennes royales australiennes a également compté le département des transports pour leur signaler qu'il avait observé ce qu'il a décrit comme une pluie de scintillements métalliques très lumineux haute dans le ciel. Encore une fois, le même soir de la disparition de Frédéric. Wayne Bellew, un technicien de la CSIRO, l'Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth, a dit avoir vu un objet volant non identifié alors qu'il campait avec sa femme à la baie Batesman. Wayne Bellew a dit au journal The Australian, je cite, « L'objet blanc lumineux effectuait des manœuvres folles au-dessus de l'océan. La chose effectuait des manœuvres si incroyables que tout pilote conventionnel qui aurait tenté de l'imiter aurait été dans une situation difficile. » Des gardes côtiers ont remarqué un objet très inhabituel et très lumineux à l'extrémité sud de la baie de Port-Phillip alors qu'ils menaient des exercices marins vers 20h30 ce soir-là. Un homme nommé Jon Snow, pas dans Game of Thrones, a contacté les enquêteurs du département des transports pour leur signaler que le soir de la disparition de Frédéric, son fils âgé de 11 ans avait observé une longue traînée de ce qui semblait être un flash de lumière verdâtre traversant le ciel. L'observation se serait faite à environ 120 km de Cap Otway. La prochaine est assez spéciale, là. Je vous laisse en juger par vous-même. Un agriculteur de Cap Otway aurait raconté que le lendemain matin de la disparition de Frédéric, il était à l'extérieur de son tracteur alors qu'il a entendu un son qui l'a alerté, une espèce de cri aigu constant. L'agriculteur a levé la tête et il a vu un immense objet volant d'au moins 30 mètres de large au-dessus de lui et que ça lui faisait de l'ombre. La première chose qu'il s'est dit, c'est « Oh mon Dieu, ça va me tomber dessus ». Ouais. L'objet, évidemment, il n'a pas tombé dessus. L'agriculteur a observé l'OVNI puis il a dit que l'objet ne tournait pas en tant que tel, mais que le dessous, lui, tournait, genre comme la pièce à l'intérieur tournait. Je sais pas si ça fait du sens. La base. Ça lui a fait penser à un carrousel,
Encore ça une que fois, j'ai un en tête. manège. Ouais. Ah, Et là, le ben fermier, il a vu un petit avion attaché à la verticale sur le côté de l'objet, Quoi? Donc ça, c'est bizarre, là. sans corde, sans câble, rien, et qu'un liquide semblait fuir de l'avion. L'homme a pu distinguer un numéro écrit sur l'avion et l'a gravé sur son tracteur avec l'aide d'un clou pour être certain de ne pas l'oublier. Ben voyons donc. Le fermier n'a jamais divulgué ces informations parce qu'il était ridiculisé par les rares amis à qui il en avait parlé. George Simpson, l'écrivain du livre Rien sur le radar, affirme que le fermier, s'il est toujours en vie, pourrait avoir des informations pour résoudre le mystère, mais l'homme n'a jamais été retracé et on ignore si c'est faux. Est-ce qu'il est mort? S'est-tu fait tuer? Il existe juste pas, puis c'est une rumeur, mais je trouve que Ouais. l'histoire Eh, nice. est pas exagérée. Mais il y a quand même un avion qui tiendrait à rien sur le bord de l'OVNI. Ça me fait penser à genre un navire de secours. Comment ça? Genre, ils l'ont remorqué. Ouais, c'est ça. Puis ça C'est- tenait avec rien, dans le fond. Ben, de rien de ce qu'il a pu voir. Ça devait être genre... il Magnétique. doit avoir des gros aimants. ouais. Aimanté, ouais. Puis il y a une photo pour représenter cette image-là pour que ce soit plus clair que je vais publier, mais c'est vraiment, tu vois le disque avec un avion. C'est peut-être le son que ça a fait. Qu'on entend dans. Oh, t'as raison. Ouais. Le bruit de pelle. Le bruit de pelle. Cling, 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 Ouais. cling, cling. Oh, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages-là, mettons, jusqu'à présent? J'ai une question, moi. Oui. Ça s'est tout passé vraiment au mois d'octobre ou c'est un peu n'importe quand? Dans le fond, les témoignages n'ont pas nécessairement été dits le lendemain de la disparition de Frédéric, mais ils se sont tous passés le jour même de sa disparition, puis le lendemain. Ah, OK. Fait que c'est dans 2 jours de témoignage, C'est ça. ça. Oui. Puis il y en a d'autres, là. OK. Il y en a d'autres, mais là, à un moment donné, j'étais plus capable. Il fallait que je trie. OK. Mais ça ressemble tout un peu quand même, là. Il y a des bonnes similitudes avec ce que tu nous as dit avant. Ouais. Le dernier témoignage dont je vais vous parler serait le plus important de tous. Un peu plus d'1 mois après la disparition de Frédéric, un homme s'est manifesté. Cet homme s'appelle Roy Manifold. Il était en vacances avec sa famille le jour de la disparition de Frédéric. Ils séjournaient tous dans un chalet sur la côte de Crayfish Bay, à proximité du cap Otway. Au début de la soirée du 21 octobre, Roy voulait prendre une photo du coucher de soleil alors que le soleil disparaissait dans la mer. Ces photos avaient été capturées avec un Olympus OM2, un appareil photo réflexe mono-objectif de 35 mm. Là, moi, je m'y connais pas, alors soyez indulgents avec moi. Mais il y avait un objectif standard de 50 mm que Roy avait réglé manuellement sur infini. Il y avait un moteur d'entraînement accessoire sur l'appareil. La photo a été prise au sommet d'une falaise. Roy était allongé sur son ventre, sur le sol, avec ses bras tendus vers l'avant. Son appareil était sur le sol et il a pointé vers le soleil couchant. Roy a pris ses photos avec une intervalle de 30 secondes chacune, puis il est entré dans le chalet. Peu de temps après, il a entendu un avion passer dans le ciel. D'habitude, Roy serait sorti pour le regarder, il aimait bien ça, mais cette fois-là, il l'a pas fait. Le lendemain, Roy a aperçu plusieurs avions dans la région et il s'est dit qu'il semblait chercher quelque chose. Roy n'a pas fait développer le film de sa caméra avant 4 semaines. C'est sa femme, Brenda, qui s'en est occupée pendant qu'elle faisait ses courses habituelles. Lorsque Roy a finalement regardé les photos qu'il avait prises, l'une des dernières photos du coucher de soleil était parfaitement normale, à l'exception d'un objet suspendu dans le ciel. On dirait une espèce de masse noire asymétrique, puis on dirait même un visage de côté. Je vais vous la montrer, puis vous allez me dire qu'est-ce que vous y pensez. Ben, ça ressemble à une genre de petite mouche, là. De proche, ouais. On dirait que depuis que tu as dit ça, je vois la mouche, là. Je vois son petit corps puis sa petite aile flotter à côté, Mhm. qui aurait pu, genre, quasiment se déposer sur la lens de la caméra. Ça, c'est comme la version plate, là. Je comprends. Mais je comprends ce que vous voulez dire. T'es-tu déçu de nos réactions? Non, mais je suis quand même contente que vous pouvez avoir une réaction rationnelle, genre, sans aller dans la... Sans faire « Oh non, c'est clair, c'est un extraterrestre ». Je suis contente que vous puissiez nommer de quoi quand même, parce que c'est utile pour tout le monde, dans le fond. Parce que c'est comme difficile de savoir cette tâche-là est à quelle distance. Oui. C'est ça qui bug. Mais je vais en parler tantôt, de l'estimation de la distance, parce que la photo a été analysée de tous les angles possibles là, OK. pour savoir ce que c'était. Est-ce que la mouche est déjà venue sur le sujet? Non, moi, j'ai pas vu la mouche nulle part. Fait que ça se peut que vous avez voyons. une théorie incroyable, parce que moi, j'ai jamais vu la mouche dans l'histoire. Fait que je vais vous lire un passage du livre pour vous décrire un peu ce qu'on voit sur la photo, selon George Simpson. Il dit « L'objet semblait être entouré d'une fumée ou d'une vapeur d'un côté et d'un éclat bleu vif ou d'étoiles d'un côté opposé. Il était difficile de dire s'il s'agissait d'un objet solide ou non. Il était également difficile de déterminer sa taille ainsi que la distance par rapport à la position de la caméra, comme un peu t'as dit. Moi, j'avais pas remarqué les taches bleues à côté, mais c'est vrai qu'on dirait des petites étoiles. Puis là, je repensais aux gens qui disaient qu'ils avaient vu un scintillement d'étoiles. Pour de vrai, tu peux prendre une photo de quelque chose puis il va avoir ça des fois. Là. Ça dépend comme de la lumière. C'est comme une affaire de
pixels de reflet, de Oui, lumière et tout, coucher de caméra qui soleil. s'auto-ajuste puis qui est pas assez performante. Non, genre. ça se peut à 100%. Parce que j'ai déjà vu ça, là. Ça m'est déjà arrivé sur mes photos. Fait que... Ah bon, tu vois, c'est pertinent. Moi, je suis pas capable de prendre une photo même avec mon sel, fait que je pourrais pas donner de leçon à personne là-dessus. Là. Quand Roy a vu cette photo, il s'est dit qu'il y avait un défaut de production sur le film ou une erreur de développement parce qu'il n'avait jamais rien vu ni entendu dans le moment durant lequel il prenait la photo. Dans l'épisode de Unsolved Mysteries, Roy a dit « C'était la première fois que je trouvais quelque chose sur une de mes impressions et j'ai capturé des milliers de photos sans incident de ce genre auparavant. » Roy a réalisé que cette photo avait été prise le même soir que le pilote, Frédéric, avait disparu. Il a montré la photo à quelques personnes, puis a décidé de carrément la porter au laboratoire de film Kodak pour faire examiner le négatif de manière professionnelle. Les experts de Kodak n'ont trouvé aucun problème avec le film ou son émulsion et ont déterminé que la tache n'était pas une saleté. Les experts avaient aucune idée de ce que l'objet sur l'image aurait pu être. Ils ont suggéré que Roy leur laisse le négatif pour une analyse plus approfondie, mais il a refusé. Il ne voulait pas leur laisser la photo pour qu'elle disparaisse. Ouais, je comprends. Comprenez? Là. La photo a été envoyée à Ground Saucer Watch, qui était une organisation de l'Arizona aux États-Unis qui se consacrait à résoudre des signalements d'OVNI avec l'aide de scientifiques et d'ingénieurs, etc. L'organisation, aujourd'hui, elle n'existe plus, mais elle avait pour but de fournir un moyen accessible à toutes les personnes intéressées qui souhaitaient signaler toute expérience de phénomènes aériens sans crainte d'être ridiculisés. L'organisme a tenté diverses méthodes pour analyser les photos, y compris l'amélioration des bords par ordinateur, la densitométrie et le contraste des contours. L'analyse a révélé que l'objet dans la photo était solide avec une surface supérieure très réfléchissante. La distance de l'appareil photo et de la taille de l'objet ne pouvait pas être estimée en raison de la manière dont la photo avait été capturée. Dans l'épisode de Unsolved Mysteries, on mentionne qu'un organisme sur l'ufologie aurait déterminé que l'objet se trouvait à environ 1 km de Roy. Ça dit aussi que l'objet aurait été entouré par un nuage d'exhaust, d'échappement, ce qu'on voit sur le côté. Ground Saucer Watch ont pu confirmer avec la position du soleil sur la photo qui était 18h40 quand elle a été prise. Fait que pas longtemps avant que Frédéric disparaisse. Fait qu'il est impossible de savoir où est allé l'objet après la prise de la photo. On sait que Frédéric a contacté les services aériens à 19h06 pour demander s'il y avait du trafic connu en dessous de 5000 pieds, alors qu'il était tout près du Cap Otway, à proximité de Crayfish Bay, où la photo a été prise. Malgré l'absence de lien direct entre l'image et l'événement qui a suivi quelques minutes plus tard, on peut se permettre de constater une connexion entre le moment et l'emplacement. Quand même. Plus tard, la photo de Roy a été publiée dans divers journaux australiens à travers le monde, dans des livres, des magazines et a même servi de couverture au livre Rien sur le radar de George Simpson. Roy a remis des copies imprimées des 6 photos qu'il a prises au Cap Otway à Guido, le père de Frédéric. Roy s'est fait conseiller d'être prudent et d'envisager de placer le négatif dans un coffre-fort. Roy a suivi ce conseil et a entreposé le négatif de la photo dans une boîte de dépôt sécurisée dans une banque. Malgré cet effort, le négatif a été perdu. Ben non! Mais oui, voici un passage du livre de George durant lequel il parle de ce qui s'est passé. Roy a expliqué que la succursale de la banque où il avait entreposé le négatif avait fermé et il ne pouvait plus accéder à son négatif. J'ai téléphoné à la succursale de la banque la plus proche de celle qui avait fermé et je leur ai demandé des informations sur leur système de coffre-fort. Un agent de la banque m'a dit que chaque fois qu'une succursale de banque ferme, tout ce qui est entreposé est transféré dans le coffre de la succursale la plus proche. Les propriétaires des biens entreposés sont informés de tout changement de lieu ou de statut. En parlant à la banque en question, j'ai mentionné que ma demande concernait leur protocole de coffre-fort. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de coffre-fort. Je leur ai demandé pourquoi et ils ont expliqué que ce n'était pas nécessaire. Ils ont expliqué comment tout client pouvait apporter n'importe quoi pour une conservation sûre en fournissant sa propre boîte en métal verrouillé et étiquetée. Et, moyennant des frais, elle pouvait être entreposée dans le coffre-fort de la banque avec leurs coordonnées dessus. Ce n'était rien de ce que j'avais imaginé et évidemment rien de ce que Roy avait imaginé en laissant son négatif dans une boîte de dépôt sécurisée à la banque. Ainsi, malgré avoir confié son négatif à une banque pour une conservation sûre, Roy ne le possède plus. C'est triste, il aurait dû le garder dans une boîte en dessous de son lit. Dans le fond, ça aurait été mieux, là. Mm-hmm. Je devrais que je suis quand même sceptique quand il est question de photos ou de vidéos d'OVNI en général, quand j'en vois passer sur Facebook ou peu importe, là. J'ai un peu de la misère avec ça, mais l'histoire avec la photo de Roy est quand même particulière. Puis certains considèrent que cette photo est une preuve irréprochable de la présence d'OVNI. Oh, ben là, je dirais vraiment pas ça, là. Moi non plus. La photo, c'est la forme de la chose. Ça a trop l'air d'une botte de mouche, là. Je sais pas. Vous voyez jusqu'à la mouche. C'est même pas rond, c'est même pas l'air d'un avion. Ça a vraiment l'air comme plus d'une tache floutée. Moi, la partie floutée qui disent que c'est un nuage de gaz, là, ça a l'air de son aile. Oui, je suis d'accord avec ça, par exemple. Tu sais, comme un peu transparente.
Je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Parce que, je veux dire, on est tellement rendu des fois dans des trucs aujourd'hui scientifiques poussés pour prouver des trucs, puis là, on a une photo avec une petite bouse dessus, puis là, c'est une preuve irréfutable. Je trouve que c'est poussé. C'est poussé. Mais j'adore l'histoire, j'adore tout. D'autres sceptiques ont suggéré que la photo de Roy démontrait l'avion de Frédéric en train d'exploser au-dessus du cap Otway. Si c'était le cas, Roy l'aurait vu puis l'aurait entendu. Là. Puis on aurait vu l'avion sur les photos précédentes avant sa supposée explosion et des morceaux de l'avion auraient été retrouvés sur les côtes du cap au cours des jours suivants. Une autre phrase très intéressante de ce que j'ai lu dans le livre, c'est que, genre au sujet de l'objet, là, c'est même un pilote volant à proximité aurait eu du mal à décrire ce que l'objet était, tout comme Fred. Il y avait eu de la misère à dire ce qu'il voyait. Fait que là, vous, c'est sûr que vous êtes stické sur la mouche, puis c'est bien correct, mais c'est parce qu'on s'imagine surtout qu'un ovni, ça va être rond, ça va être un disque, ça va être une soucoupe, parce qu'on est habitué à voir ça dans les films. Mais le plus troublant avec la photo de Roy, c'est qu'il existe des vidéos récentes avec des objets très similaires. Ah, ça, j'aime pas ça, tu vois. Puis je vais vous nommer 3 cas. C'est pas des gens qui ont filmé ça dans leur cours, c'est plus question de l'armée. Oh non, là, ça me fait Des peur. vidéos officielles que je vais vous montrer. Non, Fait qu'il y a 3 je vais cas. fermer mes yeux. Mais ça expliquerait ton aile de mouche parce que dans une vidéo, on voit un disque lâcher du gaz. Fait que les extraterrestres ou ils seraient pas assez évolués, ils mettraient du gaz pour faire marcher leurs affaires. Mais c'est-tu vraiment du gaz? Ouais. C'est quoi au juste? Là, C'est un nuage de quelque chose. Ouais. là. La poussière d'étoiles, quoi. Ouais, c'est bizarre. Fait que je vais vous lister les 3 cas et vous montrer les vidéos à chaque fois. Vous me direz ce que vous en pensez, OK? Félix va commenter pour moi. Ben c'est bon. Bon, selon le Charlotte Observer, le 11 novembre 2014, un capitaine et un technicien de la marine effectuaient une mission de patrouille de routine en volant vers le nord le long de la côte chilienne à l'ouest de San Diego. Lorsqu'ils ont filmé un objet volant non identifié. À 2 reprises, l'objet semble relâcher un gaz et on voit dans la vidéo qu'il y a comme une traînée de quelque chose. Je vais te montrer la vidéo, Félix. Ben, dans le fond, on voit une espèce d'objet avec une forme symétrique assez spéciale. Là. Mais C'est dur à asymétrique, dire. dans le fond, un peu Asymétrique. comme l'objet sur la photo de Roy. Ouais, puis une genre de fumée, pas de fumée, un gaz, je sais pas. Beaucoup. Il y en avait beaucoup. C'est épais et noir, comme. Ouais. Mais ça, c'est en noir et blanc, Ouais. ce qu'on voit dans la vidéo. Mhm. Puis évidemment, il va y avoir les Ça a liens l'air de d'être tout ça. assez foncé, là. Ouais. Ça se déplace comme un drone. C'est bizarre. Parce que ça flotte, genre. Ben oui, ça va de gauche à droite, ça monte, ça descend. Comme un drone, dans le fond. C'est pas fou. Deuxième cas qui y ressemble. Lors d'un vol d'un pilote de chasse de la marine, David Fravor a témoigné en cours avoir vu un objet ressemblant à une tic-tac lors d'un vol le 14 novembre 2004 au large de la côte californienne. Ça a été quelque chose qui a été déclassifié par le Pentagone il y a quelques années. Puis c'était une vidéo très connue d'OVNI, là, la tic-tac. Alors voici Félix. Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Ça ressemble à un peu l'image que tu nous as montrée tantôt. Puis ça semble se déplacer très rapidement. Hein? Ils ont Oui. l'air d'avoir de la misère à le suivre avec leur espèce de caméra. Oui, puis il rotate, genre. Comment on Mhm. dit? Il rotationne? Ouais, il fait une rotation. Ouais, il change de bord. Puis à un moment donné, Ouais. il tombe vraiment à la même forme. Ouais, ça aussi, c'est bizarre. C'est pas un mouvement, c'est ça, connu. Troisième cas, il est assez spécial aussi. Le troisième et dernier incident s'est déroulé dans un navire du USS Omaha au large de San Diego le 15 juillet 2019. Selon un article de Global News, la vidéo a été capturée par le documentariste Jérémy Corbel et montre un objet sphérique sombre volant au-dessus de l'océan. La sphère semble se déplacer rapidement à travers l'écran avant de s'arrêter et de descendre lentement dans l'eau. Fait que c'est quelque chose qui est capable de voler et d'être submergé par l'eau. Ça, c'est fucked up. Alors, dernière vidéo que je te montre, Félix, parce que Kat t'a quitté. Je vous tiens à le signaler, Kat t'a quitté. Donc, la dernière vidéo que je t'ai montré, Félix, ça dit dans la vidéo que je t'ai montré qu'il y a un sous-marin qui a même tenté de trouver l'objet après qu'il avait été submergé dans l'eau puis qu'ils n'ont rien trouvé. Tu penses quoi de cette vidéo-là? C'est le vidéo avec la moins bonne qualité, mais on le voit disparaître quand même dans Ouais, l'eau. c'est ça, c'est la qualité qui est assez. Ben écoute, c'est encore une espèce d'objet qui ressemble aux 2 autres vidéos. Puis ça disparaît tout d'un coup. Ploup. Ouais. Comme aussi ça ressemble un peu à la photo. Ouais. Je vais partager des photos puis des liens des vidéos, on voit ces objets. Puis honnêtement, moi, je vois une ressemblance. À vous de former votre opinion. Mais la chose que je trouve la plus intéressante à propos de ces 4 incidents, incluant celui de Frédéric, là, c'est que ça s'est passé près de l'eau. Ah, j'allais, puisque je viens de revenir. Oui. Justement, faire une référence à ça, quand tu m'avais fait là, l'épisode sur le bateau là, qui avait disparu, puis Ouais. qu'il y avait la théorie sur les extraterrestres qui vivaient dans l'eau. On dirait que ça m'a fait penser à ça. Oui, c'est les objets sous-marins non identifiés. La théorie, si je me souviens bien, c'est qu'ils vivaient dans les
fond marin ou dans un cratère de la terre ou je sais pas, puis il sortirait par l'eau. C'était ça, hein? C'est de même qui se cache rapidement. Vloup! Floup! Petite parenthèse, dans le livre de George Simpson, il y a une mention de l'enlèvement de Travis Walton par des extraterrestres 3 ans avant la disparition de Frédéric. C'est un cas quand même connu. Moi, je suis pas très familière avec lui. Là. Son cas, je me rappelle qu'il avait été enlevé dans le bois, mais en tout cas, puis il était revenu par après. Puis il avait raconté son histoire, des gens le prennent pour un fou, d'autres qui y croient, c'est à vous de voir. Mais Travis était originaire de l'Arizona aux États-Unis, puis il a raconté son histoire dans un livre qui a ensuite été adapté au cinéma. Dans le livre, il y a une illustration de l'OVNI ayant capturé Travis Walton et apparemment que ce serait très similaire à la photo de Roy. J'ai voulu feuilleter le livre, il n'était pas disponible sur Kindle et j'ai voulu l'acheter, mais le prix commence à 140 $. Donc, j'ai laissé faire. Ouais. Sûrement qu'à la bibliothèque, tu pourrais le trouver. Mais je pense que c'est un livre que le monde s'arrache à cause qu'il n'y en a pas beaucoup de copies. Fait que là, c'est comme un objet de collection quasiment, là, parce que je l'ai vu à 400 $ sur eBay. Là. Ben voyons. Ouais. Fait que je pourrais pas confirmer si c'est vrai, mais c'est une mention de ça dans le livre de George Simpson. Steve Robbie, le responsable des transports aériens, pilote privé, pilote commercial, le contrôleur de la circulation aérienne expérimentée, etc., qui parlait avec Frédéric juste avant sa disparition, a dit au journal The Sunday Age qu'il n'était pas prêt à dire qu'il croyait que Valentich, Frédéric, avait été enlevé par des extraterrestres. Quand il s'est fait carrément poser la question s'il croyait aux ovnis, Steve a répondu, je cite, « Oui, je suppose que oui. Pas dans le sens de vaisseaux spatiaux et de petits hommes verts. Je veux dire, il faut avoir l'esprit ouvert à ce sujet. » Steve a dit aussi durant l'épisode de Unsolved Mysteries, aucune épave n'a été retrouvée. Évidemment, il n'est plus là. Donc, nous sommes confrontés à un dossier ouvert qui semble très similaire à une rencontre avec quelque chose de très mystérieux et je ne vois pas d'autres conclusions possibles. En combinant les récits d'observation d'OVNI et les témoignages des parents de Frédéric et de sa fiancée Rhonda, les médias ont changé de fusil d'épaule. L'histoire avait évolué d'un simple avion qui aurait manqué de carburant à un enlèvement par des extraterrestres. Les nouvelles télévisées mentionnaient le fait que selon ce que Frédéric avait dit, il aurait fait la rencontre avec un objet volant non identifié. Les articles ont même supposé que Frédéric était la victime du triangle de la Tasmanie, qui est similaire au triangle des Bermudes et au triangle de Bennington. La Tasmanie est une île située au sud de l'Australie continentale, séparée par le détroit de Bass. Il y a beaucoup de témoignages de lumières étranges qui ont été observés dans le triangle de la Tasmanie. Souvent, les témoignages disent que les lumières observées provenaient du détroit de Bass, indiquant qu'il serait peut-être question d'un OSNI, un objet sous-marin non identifié. Un OSNI? OSNI. Je suis allée voir quelles étaient les disparitions associées au triangle des Tasmanie, puis en voici 3. En octobre 1934, l'avion de ligne Miss Hobart a disparu sans laisser de traces. 11 personnes étaient à bord, dont 9 passagers et 2 pilotes. Ni les gens à bord de l'avion, ni même la moindre épave n'ont jamais été retrouvés malgré les recherches approfondies menées par des avions militaires et des navires. Presque un an après la disparition de l'avion de ligne Miss Hobart, un autre avion, le Loina, aurait disparu lors d'un voyage entre Melbourne et la Tasmanie. L'appareil venait de contacter la tour de contrôle en Tasmanie pour dire qu'il se préparait à atterrir lorsqu'il est soudainement devenu silencieux. L'avion transportait 3 passagers et 2 pilotes. Bien qu'aucune des 5 personnes à bord n'ait jamais été retrouvée, une recherche des eaux a récupéré quelques débris minimes. 3 sièges de l'avion ont été découverts ainsi que des morceaux du réservoir de carburant. En 1920, alors qu'il naviguait dans le détroit de Bass, le navire SS Amelia J a disparu sans laisser de traces peu de temps après être entré dans le triangle de la Tasmanie. Les militaires australiens ont mené une recherche approfondie de la région. Cependant, 2 des avions militaires impliqués dans la recherche ont également disparu. Ben voyons. Puis apparemment que l'Australie, c'est vraiment un hotspot pour les ovnis. C'est ce que je vois partout. Ça fait longtemps que je vois ça. Je bloque. Guido, le père de Frédéric, a dit au journal Toledo Blade qu'il espérait que son fils se soit fait enlever par un ovni plutôt qu'il se soit craché. Il a dit « Le fait qu'il n'ait trouvé aucune trace de lui confirme bien le fait que les ovnis auraient pu être présents. Je suis seulement inquiet qu'il ait été relâché dans une zone différente, très loin de l'endroit où il a été pris. » De son côté, Alberta a dit que la théorie selon laquelle il aurait été enlevé par un ovni l'apaisait un peu. Parce que ça voudrait dire qu'il serait quelque part, qu'il serait pas juste mort. Genre. Torturé? Pas nécessairement. Ben en tout cas, je sais pas, C'est mais moi, spécial. Ça l'aide à faire son deuil, il est quelque part. c'est vraiment personnel, mais je me dis que je préférais de savoir qu'il est mort, ça a été rapide, qu'il n'a pas souffert, que là, tout est possible. Si tu te dis qu'il a été enlevé par les extraterrestres, les scénarios sont infinis. On dirait que moi, ça, j'aime moins. Ouais, c'est une manière de passer à travers son deuil, puis je pense qu'elle se dit peut-être qu'il va revenir.
C'est peut-être sur ça qu'elle s'accrochait, là. Ouais, ça, je peux comprendre. En réponse aux appels concernant les apparitions d'OVNI et la possibilité que la disparition de Frédéric soit causée par un enlèvement par des extraterrestres, le porte-parole du département des Transports, Ken Williams, a déclaré « Il est curieux que toutes ces personnes appellent avec des rapports d'OVNI bien après la disparition de Valentich. Il semble que les gens décident souvent après l'événement, eux aussi, qu'ils ont vu des lumières étranges. Mais bien que nous ne puissions pas les prendre trop au sérieux, nous ne pouvons jamais décourager de tels rapports lors de l'enquête sur la disparition d'un avion. » Les médias ont aussi utilisé l'intérêt de Frédéric pour les ovnis pour remettre en question sa santé mentale. Frédéric n'était pas plus un passionné d'ovnis qu'un autre. Pour conclure la théorie des extraterrestres, on peut y croire ou pas, mais je pense que quelque chose qu'on peut être d'accord, c'est ce que Frédéric a vu, mais il l'a bien vu. Peu importe c'est quoi. J'écoutais un petit truc tantôt, puis ça disait, tu sais, s'il revenait un jour, est-ce que les gens le croiraient? Hey, T'sais. moi, je pense qu'on n'a pas le choix, là. Parce que là, il a disparu. Où? Là, ça va repartir en vrille, en Ouais. spirale. Ils vont faire des théories. Il était caché. Je sais pas. Ouais. Puis il y a aussi des gens qui pensent que ça aurait pu être un drone de top secret américain. Non, S'ils c'est disaient sûr ça aux que- nouvelles en Australie dans le temps, genre. Oh là là. Ben là, franchement, Ouais. Quelle théorie penchez-vous plus? je sais pas trop. Les extraterrestres, je pense, là. Moi aussi, honnêtement. Moi aussi. Je Bon, suis coupable. coupable. Je peux pas voir autre chose que ça. J'aurais pu croire à la vie à l'envers, mais quand j'ai lu le passage, quand on a vu le passage du livre Moi, tout. qui dit ça n'a pas de sens, tout va tomber, là. Ben oui, mauditement. Puis moi, c'est qu'il n'y a rien retrouvé du Cessna, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas fermée à rien, mais tant qu'on n'aura pas trouvé de débris de l'appareil, je vais toujours, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais S'ils en le même trouvaient. temps, il y a des avions aussi là, qui ont eu des crashs puis ils n'ont jamais rien retrouvé. Là. C'est vrai. Ouais, mais souvent, t'as pas d'enregistrement qui dit il y a un fucking UFO qui me vole autour. Ouais, c'est sûr. Mais je sais pas, je m'y connais pas dans les cas qui sont apparus après de genre avions qui disparaissent, mais est-ce que les autres avions, ben, ils sont moins faits pour flotter? Parce que moi, le fait que tu aies dit que le Cessna était fait pour flotter aussi, ça me bug. Je me dis, maudine. Ben, quelqu'un qui aurait retrouvé un petit aile à quelque part. À moins que ça s'est vraiment détruit, l'impact a été super fort, là, je pourrais pas dire. Là. Ouais. Que Mais ça il y a serait quand même fait un petit bout. un peu comme le sous-marin, là, qui a disparu puis que genre, il aurait implosé en milliers de miettes. Ouais, je trouve là. c'est quasiment un peu aussi improbable. là. Mais ça, c'est vrai, ça a été Oh, prouvé. oui, mais que ça a été. Que l'avion de Mhm. Frédéric aurait explosé ou implosé, même. Je pense que là, peut-être moins probable que lui a implosé. Là. Ouais, mais anyway, je veux dire, moi, c'est la disparition plus l'audio. Oui, c'est ça. C'est la combinaison des deux. Là. C'est ça. Parce que s'il n'y avait pas d'audio qui mentionnerait qui voyait des choses de même, Il n'y aurait on pas se poserait pas la d'histoire. question. Là, ouais. Guido et Alberta, les parents de Frédéric, ont immensément souffert suite à la disparition de Frédéric. Peu importe ce qui est arrivé à Frédéric le 21 octobre 1978, ses parents n'ont jamais été prêts d'avoir des réponses. L'enquête du département des Transports a conclu que la disparition ne pouvait pas être expliquée et en 1982, une enquête du coroner a rendu un verdict ouvert déclarant que Frédéric était disparu et présumé mort. Alberta a dit dans le documentaire Something Shining que plusieurs personnes avaient tenté de la convaincre que Frédéric était mort, mais qu'elle n'accepterait jamais cette conclusion. Steve Robbie, la dernière personne à avoir parlé à Frédéric, s'est lié d'amitié avec Guido et a déclaré que l'incident avait dévasté la famille. Steve Robbie a dit « Perdre son fils dans des circonstances aussi étranges et controversées était tout simplement incroyable. Alberta était accablée par la perte de son fils, mais Guido était celui qui voulait vraiment savoir ce qui lui était arrivé. » Guido, le père de Frédéric, a déclaré dans son passage à l'émission Unsolved Mysteries « C'est très difficile, je garde tout ce qui lui appartenait, même la voiture qu'il conduisait jusqu'à l'aéroport. Je la conduis toujours et je crois que mon fils reviendra peut-être un jour. C'est un rêve qui pourra se réaliser un jour. » Guido n'a jamais perdu espoir que son fils était vivant, qu'il avait été enlevé par des extraterrestres. Il a même rejoint le centre de recherche sur les ovnis de Victoria. Jusqu'à sa mort en 2000, Guido a organisé des veillées au Cap Otway chaque année à l'anniversaire de la disparition de Frédéric. Sa famille a érigé une plaque commémorative au fort du Cap Otway en 1998. La plaque a été dévoilée par Steve Robbie. Fait que c'était le dernier épisode de la saison. C'était un bel épisode pour un dernier de Au la final, saison. Oui, puis un gros merci à Distorsion. J'étais tellement contente Oui. qu'ils fassent ça pour nous. Puis il était excellent. J'espère que vous avez apprécié leur petit passage. Sans ça, on dirait que c'est vrai que ça nous met en contexte. Oui, vraiment. Sachez que la saison se continue sur Patreon. même si notre saison se termine, on va continuer à publier en fait là, du contenu un peu inédit sur Patreon tout au long de l'été, là, puis de maintenant en fait là, tout l'été. Jusqu'à notre retour. C'est ça, jusqu'au retour à l'hiver prochain.
On sait pas. L'hiver ou l'automne, on sait pas. Ouais, c'est ça. Dans ces coins-là. Fait qu'en tout cas, ça va continuer sur Patreon. Puis, Patreon, en fait, qu'est-ce que ça inclut? Je vais vous dire tout ça si jamais ça vous intéresse. On a 3 tiers. Donc, le tiers Froussard à 6 qui donne accès à des épisodes bonus, des épisodes Frousse de course, des épisodes d'histoire de frousse d'Internet. Vous avez les épisodes aussi une semaine à l'avance quand il va y avoir les saisons régulières. Vous avez une priorité quand vous envoyez vos histoires de frousse à ce qu'ils soient lus avant les autres. Puis vous avez accès à plus de photos sur les cas discutés. En ce moment, on a 12 épisodes bonus. Aussi, il y a le deuxième tiers qui est le tiers à 3 $. Il y a un épisode bonus par mois, les épisodes une fois par semaine, priorité pour les épisodes d'histoire de frousse et accès à plus de photos sur les cas discutés. Puis il y a le dernier tiers qui est le tiers à 2 $, qui est plus un tiers dans le but de contribuer. Vous avez quand même accès à plus de photos sur les cas discutés, puis des fois des conversations avec la communauté privée sur Patreon. Merci à tous les gens qui ont contribué à faire en sorte qu'on puisse aller au studio SF, puis au studio bien entendu en s'abonnant à Patreon. Ça nous a permis de rencontrer des gens vraiment parfaits et ça va nous permettre aussi de pouvoir en refaire pour la prochaine saison avec des invités que vous allez aimer sûrement. Beaucoup. Et aussi, ça va nous permettre d'acheter un autre micro à Félix là, parce qu'on ne l'entend jamais. Sachez qu'on le sait, qu'on ne l'entend pas. Fait que Félix va en avoir un nouveau. Mais merci beaucoup, beaucoup d'avoir contribué. Là, ça nous aide à rembourser tout l'argent qu'on a investi au fil des ans. Ma foi du bon Dieu. Pour finir, segment disparition. Donc, c'est une publication qui date quand même du 26 mars 2021. Donc, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Solange Bergeron, 57 ans, de Victoriaville. La dernière communication avec elle a eu lieu le 24 mars 2021 en soirée. Elle se trouvait alors dans le secteur de la rue Gendron à Victoriaville. Elle pourrait se déplacer avec son véhicule, un Lexus de couleur argent immatriculé M86 SVY. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. La description est 5 pieds 4 pouces, 119 livres, les cheveux blonds, les yeux bleus. Elle pourrait se trouver principalement dans le secteur de Victoriaville, mais aussi dans la région de Montréal et ses environs. Je tiens à repréciser que la publication date de 2021. Je viens de lire que le véhicule de la femme portée disparue a été retrouvé aux abords du parc La Violette, mais que Mme Bergeron n'a jamais été retrouvée. OK. On va mettre une photo de Solange Bergeron et des liens si jamais vous aimeriez les consulter. Et on se dit bye. Restez à l'affût pour un live devant public. Bon, mais merci tout le monde pour cette belle saison. Bye! Bye bye.